Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles, mais pas que. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Anne-Chantal Pauwels, l'ancienne copilote de François Delecourt en WRC et auteure du fameux livre J'ai pas tapé, devenue pilote d'hélicoptère, pigiste ou encore instructrice de pilotage. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de son livre J'ai pas tapé en description. Vous l'avez sûrement compris, Anne-Chantal n'est pas vraiment monotache, elle aime sans cesse apprendre et découvrir de nouvelles choses, mais c'est tout de même mieux lorsqu'il y a un moteur dans l'histoire, que ce soit sur terre ou dans les airs. Bref, cet épisode est une pépite, Anne-Chantal nous livre autant d'anecdotes que d'histoires complètement folles de sa jeunesse avec François Delecourt à nos jours. J'en profite pour saluer et remercier François pour la mise en contact avec Anne-Chantal. Ah oui, il est possible que vous entendiez quelques petits oiseaux chanter en fond sonore, puisque nous avons enregistré cet épisode dans le jardin d'Anne-Chantal. Vous retrouverez toutes les coulisses du podcast sur Instagram, @dbg_podcast, et vous pouvez découvrir les vlogs sur la chaîne YouTube Dans la Boîte à Gants. En effet, allant à la rencontre de mes différents invités à l'occasion des enregistrements, je vis des expériences uniques que j'ai décidé de vous partager à travers les vlogs. Alors foncez vous abonner à la chaîne YouTube Dans la Boîte à Gants et sur votre plateforme de podcast préférée. Pensez aussi à activer les notifications pour ne rien rater des prochains vlogs et épisodes, et vous pouvez découvrir tous ceux qui sont déjà sortis et que vous n'avez pas encore écoutés. Avant de débuter l'épisode, j'ai un petit service à vous demander. Vous pouvez laisser un commentaire sur Apple Podcast. Rien de plus simple, cela prend 2 secondes et c'est gratuit. Il faut simplement un iPhone ou un Mac. Cela permet au podcast de gagner en visibilité et donc par conséquent de pouvoir convaincre des invités toujours plus incroyables de venir dans la boîte à gants. Je vous souhaite un bon épisode. Salut Chantal. Salut Yann. Je suis ravi de t'accueillir dans la boîte à gants, même si en fait on est chez toi. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots ? Bonjour, je m'appelle Anne-Chantal, je viens de fêter mes 16 ans. J'ai loupé mon bac, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, tu l'as jamais repassé d'ailleurs après ? Ah non, c'est bon, ça m'a saoulée. Et puis par contre j'ai fait d'autres études après, beaucoup plus compliquées, on en parlera. Et puis j'habite en Bretagne depuis 3 ans, et je suis très contente d'être là dans le Morbihan. J'ai la chance d'évoluer dans un environnement vraiment sympa et voilà, je suis très contente. Et tu as une passion depuis toute petite pour les objets qui ont des moteurs, tous les objets qui ont des moteurs finalement. Oui, j'ai une passion pour tous les objets qui ont des moteurs, oui, tous. Principalement des roues, éventuellement des ailes. Même les jet skis, tu vois, j'ai fait un épisode jet ski également. Ouais, j'adore tout ce qui est mécanique. Je sais pas pourquoi c'est tombé sur moi quand j'étais petite. Vraiment, je sais pas pourquoi. Et c'est quoi un peu ton enfance justement par rapport à ça ? Tu t'as baigné dans une famille où c'était le cas ou pas du tout ? C'est arrivé un peu par hasard ? C'est arrivé complètement par hasard, ça m'est tombé dessus, j'ignore pourquoi. J'ai rien à voir du tout avec le monde automobile, ni mes parents, ni ma famille proche. Et depuis que je suis petite, en fait, je voyais passer les hélicoptères à Issy-les-Moulineaux quand on était sur la route des vacances. Et je disais à mes parents, papa, je vais faire de l'hélicoptère quand je serai grande. Mais là, je te parle de ça, j'avais genre 7 ans, quoi. Mais c'était pas si longtemps. Et tu dessinais des feux tricolores, des voitures quand tu étais jeune. Enfin, ouais. C'était effectivement les hélicoptères, mais aussi ce pourquoi tu étais connue dans ta première partie de carrière. C'était plutôt sur 4 roues. C'était plutôt sur 4 roues, parce qu'en fait, j'ai rencontré François quand on était sur les bancs d'école. On avait un décalage d'années, mais donc on n'était pas dans la même classe. Mais lui et moi, on a fait les 400 coups, chacun de notre côté, dans les mêmes lycées. Et du coup, il était sûr qu'on allait se retrouver à un moment ou à un autre, et ça a été sur les bancs de l'école, de l'auto-école. Donc quand on s'est retrouvés là, étant du même village, on se connaissait déjà, évidemment. Donc dans les Hauts-de-Flandre, c'est ça ? Ouais, dans les Hauts-de-Flandre. On était sur le Mont Cassel et je me vois encore assister au cours de code en même temps que lui. Alors c'était assez drôle. Et puis du coup, dès qu'il a eu son permis, il m'a emmené avec l'auto Bianchi à 112 Abarth qui était flambant neuve, qui venait juste d'acheter. Il m'a dit, je veux faire des rallyes, regarde, ça va être ma monture de rallye, viens, je t'emmène faire la descente des pavés. Alors la descente des pavés, c'était tout un concept, parce que on avait 4 pentes sur ce Mont Cassel. Le Mont Cassel, ça culmine à 175 mètres d'altitude, c'est rien, c'est que dalle. Mais il y avait ces 4 pentes pleines de virages qui nous ravissaient, dont 2 en pavé. Et c'est toujours le cas d'ailleurs. Et quand il m'a emmené faire cette descente en pavé de ouf avec l'auto Bianchi à 112 Abarth, j'ai dit non mais alors toi je t'ai trouvé là, ça c'est bon, hein, ça va être pour moi. Et j'ai toujours été intimement convaincue que François avait un talent de dingue, mais de dingue quoi. Ça m'a jamais quitté. Et donc j'ai tout fait pour l'aider et pour qu'on puisse accéder au Graal, c'est-à-dire le championnat du monde des rallyes. Quand tu parles de François, c'est François Delecourt, je dis pour les peu d'auditeurs qui n'auraient pas compris. Là, tu fais la modeste, mais toi aussi, tu avais un sacré coup de volant et très jeune, tu as commencé à faire des glisses. Je crois que tu m'as raconté qu'avec une Simca à ronde,
Tu commençais déjà à faire un peu de conneries, quoi. Ça, c'est dans une propriété de cousins en Bretagne, à Pleuhermel. Et en fait, oui, ils m'ont appris à conduire par défi pour rigoler comme ça. Moi, j'étais la petite cousine, j'avais, je sais plus, 11 ou 12 ans. Et puis, ils m'ont appris à conduire cette ronde. Et le soir même, j'ai emmené mes parents en disant, venez voir, je sais conduire. C'était sur un chemin de terre. Il y avait un pont, donc un gauche 90 sur pont glissant, suivi d'un droite 90. Et ma mère a failli se casser la gueule parce que la portière s'ouvrait à droite. Enfin bon, bref, c'était épique. Mais ouais, je me souviens de ça très bien. Et j'en ai parlé récemment avec Bernard, le fameux cousin en question, qui confirmait tout ça en rigolant. Et en disant, on était quand même sacrément gonflés. Alors, il y avait un cousin américain qui était venu cette fois-là. Donc, j'avais 3 cousins derrière qui m'ont appris à conduire. En fait, c'est super rigolo. Mais moi, j'étais toute petite, hein, je me rendais absolument pas compte de ce que je faisais. Mais j'étais déjà en glisse partout. Ouais, donc t'étais un peu le vilain petit canard de la famille parce que, comme tu disais, t'étais à faire les 400 coups, un peu les Bonnie and Clyde tous les deux. C'est quoi un peu les souvenirs que t'as justement tout jeune, avant même que vous pensiez à vous lancer éperdument dans cette carrière de rallye, alors que personne n'y croyait à ce moment-là? Alors, il y a la période avant François où moi déjà je faisais les 400 coups à moi toute seule. Avec les premiers skateboards, avec les vélos, ça s'est fini une paire de fois à l'hôpital. Au lycée aussi, j'imagine que tu faisais des conneries? Plein de conneries au lycée. Et j'étais bonne élève, mais je voulais pas, ça m'intéressait pas. Et puis par rébellion, parce que mes parents voulaient pas que je fasse de voiture, quand j'ai rencontré François, là c'est devenu le grand n'importe quoi. Donc j'ai foiré quasiment intentionnellement mes études et mon bac. Comme une espèce de bras d'honneur. Et puis, pour te dire, je suis même pas allée voir les résultats du bac. Je savais que j'allais avoir 2, quoi, genre. Donc, on a enchaîné directement. Mais à partir du moment où j'ai rencontré François, ça nous a plus quittés. C'est-à-dire qu'on a tout investi, temps, argent, passion, dans cet objectif automobile. Donc, il faisait pas de doute qu'on allait réussir à devenir champion du monde des rallyes. C'était ancré. Je sais pas pourquoi. Vous aviez un style, c'est-à-dire quand tu parlais de Bonnie and Clyde, c'est que c'était quelque chose de... Vous cultiviez un peu ce côté roots, sans forcément le vouloir, mais c'était toujours un peu dans le défi permanent des gens qui peuvent vous entourer, quoi. Parce que personne n'y croyait aussi, peut-être. Personne n'y croyait autour de nous, parce que d'abord, il y a très peu d'élus, forcément, et puis on n'avait pas une bonne image, parce qu'on faisait n'importe quoi, on faisait beaucoup de bêtises, on sillonnait le village dans tous les sens, à fond, de préférence la nuit, donc on terrorisait les populations. Tous les soirs, chez François, il y avait un amateur au suicide qui venait nous voir en disant, parce que moi je passais beaucoup de temps chez François, en venant, il venait nous voir en disant, ça y est, Delecourt, vas-y, moi je vais te battre ce soir. Tu parles, il battait personne sur son propre terrain. Et puis le résultat, c'est qu'on a été détesté rapidement des populations alentours, avec des problèmes avec la maréchaussée, évidemment, qui se cachait à droite à gauche pour essayer de nous piquer, mais ils nous ont jamais piqué. Au chat et la souris, quoi. C'était le chat et la souris, c'était une époque complètement délirante. Donc on ne sait pas s'agir, en fait. Moi, je m'aperçois que quand je rencontre François encore maintenant, c'est le même rebelle, et moi, dans mon coin, je suis pareil. Donc on est très clonés, hein. François et moi, on est très clonés. Avec Priscille aussi, qui est aussi une sacrée rebelle dans son genre. Priscille de Bellois. Ouais, la femme de François. Et du coup, on se retrouve, quand on se retrouve, on se marre parce qu'on se rappelle un tas de souvenirs comme ça. Super rigolo, en fait. Très, très drôle. Alors, ça mangeait pas de pain, c'était pas du grand banditisme, mais c'était la petite délinquance qui était relativement tolérée à l'époque. C'était moins, on a perdu beaucoup de liberté en France aujourd'hui. À l'époque, c'était quand même beaucoup plus simple. On volait de l'essence, on n'était pas inquiété, quoi, genre. Ça nous est arrivé 2-3 fois. On a siphonné des réservoirs pour pouvoir remplir nos jerrycans d'essence pour partir en rallye. Bon, il y a prescription, hein, je le raconte volontiers aujourd'hui. Parce que vous étiez au centime près, en fait. Ah, mais c'était pire que ça. Notre mesure étalon, c'était le pneu. Tu vois, il y a des gens, c'est le billet de 50. Non, nous, c'était le pneu. Donc, il fallait absolument pouvoir se payer au moins 8 pneus pour partir en rallye, 4 pluies et 4 secs. Et donc, l'objectif, c'était ça, c'était de pouvoir payer ses pneus. Donc, moi, j'ai bossé pour pouvoir payer des pneus. Moi, j'avais pas à bouffer de par ailleurs. Il y avait rapidement ma famille en a eu marre. Donc, ils m'ont demandé gentiment de prendre la porte. Et puis, je me suis retrouvée dans un HLM avec des voisins qui se battaient, puis les autres qui étaient alcooliques. Ça n'a pas été rose du tout, hein. Mais alors, pas du tout rose, quoi. Et pour François, c'était à peu près la même chose. Il y avait un contexte familial compliqué aussi chez lui, donc on a tout misé là-dessus, et bien nous en a pris parce qu'on a quand même une certaine réussite au bout du compte, mais alors à quel prix, quoi. Ça a été 6 ou 7 années de galère avant de pouvoir concrétiser quoi que ce soit. Et ce qui est fou, c'est justement que dans ce parcours, c'est qu'il y en a plein d'anecdotes. Tu en décris énormément dans ton livre. D'ailleurs, je mettrai le lien pour vous le procurer parce que c'est vraiment une pépite. Merci. Mais moi, il y en a une qui m'a marqué, c'est votre premier rallye. Vous arrivez comme ça, comme des... personne vous connaît en fait, mais absolument personne. Vous arrivez avec votre petite voiture, la petite A112, tout le monde se fout de votre gueule. Qu'est-ce qui se passe en fait? Je crois que t'as un premier rapport avec des concurrents qui disent ouais, en fait, votre voiture, il y a un trop petit moteur, ça va pas le faire, etc. Et finalement, tu te retrouves
quelques heures après à les dépasser. En fait, vous avez appris un peu le monde du rallye à la dure. On te fait pas de cadeaux quand t'es jeune, encore moins quand t'es une femme, et encore moins quand t'as la prétention de dire j'ai un petit moteur mais je vais vous battre. Donc c'était un peu l'attitude revêche de François à l'époque. Et il a eu raison. On lui demandait qu'est-ce qu'il comptait faire. Il comptait battre tout le monde. Il répondait très franchement. Il a toujours eu son franc-parler, François. C'est encore le cas maintenant. Il a raison. Il est cash. Et c'était pris pour de l'arrogance, c'est ça? C'était un peu pris pour de l'arrogance. Mais non, on est arrivé avec une toute petite A112 Abarth d'origine. Il y avait un arceau, 2 sièges et je sais même pas s'il y avait des sièges. Non, je crois que les sièges étaient d'origine. 4 amortisseurs Koni. Ça, je m'en souviens parce qu'on en a explosé un. On est parti en tonneau avec dans une longue courbe. Sur la route ouverte, c'était pas en rallye. Et donc, nous voilà au départ de ce premier rallye de Picardie en 1981. Et il y avait une énorme descente qui s'appelait la descente de Liomère. Je crois que c'est toujours en spécial actuellement. Et on prenait 170 km/h avec cette bagnole dans ces grandes longues courbes. Je la vois encore, une grande longue courbe gauche avant l'épingle gauche. Et ça laisse des traces. Et en fait, dans le parc fermé de départ, il y avait une Innocenti qui les propriétaires nous disent nous on a une super bagnole, une petite groupe A, etc., etc. Parce qu'en fait, nous on n'avait pas les jantes d'origine, donc ils nous ont surclassés en groupe A. Ce qui nous arrangeait pas parce qu'on courait pour une voiture en voiture de série sinon. Donc bref, on se prend une pilule d'entrée et puis du coup pour se battre en groupe A avec une voiture d'origine, c'est quasiment mission impossible, mais bon, on était là pour apprendre. Et puis moi j'arrive à premier pointage de sortie de parc, je pose mon carnet sur la table du monsieur et je lui dis est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se passe un pointage, c'est mon premier rallye, je ne sais pas comment on fait. Il me dit ça y est, vous avez pointé. Comment parce ça, que tu avais posé ton carnet. Ouais, parce que j'avais posé mon carnet. Donc je te mets, c'est un gros connard, quoi. Appelons les choses par leur nom. Et ce gros connard me pointe avec 10 minutes en avance, forcément. Et donc tout notre rallye était foutu entre l'histoire du groupe A et cette histoire de carnet de pointage. C'était mort, mais bon, on s'en foutait. On a fait des temps pour l'honneur et en plus on était, je te dis, dans les premiers du groupe. Alors l'Innocenti, il avait grimpé aux arbres déjà au kilomètre 3, donc on rigolait, c'était juste si on lui faisait pas un fuck en passant. Un petit salut amical. Un petit salut amical. Mais ouais, c'est à oublier ce rallye, quoi. Moi, je me suis vite plongé dans ce monde d'adulte un peu con qui te fait payer cher le fait que t'as du talent ou que t'es une nana dans un monde de mecs. Bon, ça m'a poursuivi, de toute façon. Mais après, tu t'en fous. Mais bon, c'est vrai que pour redémarrer une carrière, ça a été un peu raide, quoi. Non, et puis à côté de ça, c'était la vie de route. C'est ce que tu disais, c'était vraiment la précarité dans le sens où derrière, vous aviez même pas de moyens pour vous rendre sur des rallyes. Vous vouliez voir les stars que vous admiriez. Je pense au rallye d'Écosse ou même à Zolder. Vous êtes allé en stop, je crois. Ouais. Personne ferait ça maintenant, en fait. Ça me paraît tellement fou. Ouais, c'était en Écosse. C'était le RAC Rally à l'époque, le rallye d'Angleterre, championnat du monde. Et c'était au fond de l'Écosse. Il faisait super froid. On était 4 copains. On est partis 2 par 2 en stop. Donc avec une nana, c'est plus simple. Le stop. Et puis on est arrivé là-bas, on a dormi dans la paille, on était dans le purin le matin, on saute de les pieds dans le purin, on s'est retrouvés dans un espèce de breakfast pour pouvoir avoir un petit déjeuner à bouffer, on avait juste 3 balles. Et puis en fait on tombe sur l'hôtel où il y avait toute l'équipe Audi, il y avait Walter Roll, il y avait Michel Mouton. Et nous on arrive là, on sentait la crotte de cochon. Et on passe chacun notre tour aux toilettes, puis tous les gens nous regardaient parce que on sentait vraiment très fort. Et on a pris un petit breakfast là, de stoïque dans l'adversité. Les gens nous ont rien dit, ils nous ont laissé prendre un petit déjeuner avec eux. Et je vois encore tout le team Audi rassemblé à une grande table là, puis nous regarder bizarrement. Ouais, c'était des souvenirs vachement sympas, ça. Ça n'a pas de prix, ça. T'en as reparlé, Michel Mouton, par la suite ? Oui, je lui ai dit, figure-toi, il n'y a pas longtemps, je lui ai dit l'année dernière, non, il y a 2 ans, parce qu'avec les années Covid, on a été privés de rallye. Je lui ai dit il y a 2 ans, alors elle s'en souvenait pas, mais moi je m'en souviens bien. François aussi. Ça t'a marqué, ouais, tu m'étonnes. Ouais. Donc là, après ce fameux rallye d'Écosse, où vous venez en tant que spectateur, vous rentrez dans le Nord, encore plus ruiné si c'est possible qu'avant. Qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là que tu commences le mannequinat pour financer? Oui, François avait trouvé une agence qui était sur l'île. Hein. C'était une petite agence de mannequins très sympa qui s'appelait Isis. Et du coup, je me suis présentée et puis à ma grande surprise, ils m'ont prise pour faire pas mal de jobs de photos, de défilés, etc. Mais c'était un job qui me permettait de gagner à peu près bien ma vie pour pouvoir financer des pneus et de l'essence. Donc ça me permettait pas encore de bouffer, mais en tout cas, je pouvais au moins payer des pneus et de l'essence. En fait, t'étais pas dans le confort, mais ça permettait de financer un sport qui est déjà coûteux de toute façon. Donc, Voilà, c'était un peu dans cet esprit-là que j'y étais.
Inutile de dire que comme moi j'avais la voiture d'assistance, c'était une vieille DS que j'avais rachetée 5000 balles à l'époque et qu'elle tombait tout le temps en panne. Hein, j'avais tout le temps des problèmes avec la pompe à essence. En fait, j'arrivais dans les studios les mains dégueulasses avec 30 minutes de retard. Enfin, c'était un peu du grand n'importe quoi. Après, j'anticipais systématiquement, donc j'arrivais en avance de 30 minutes quand elle tombait pas en panne. Enfin bon, bref, c'était de la grosse rigolade. Mais ça m'a laissé un bon souvenir parce que c'était quand même un certain confort financier par rapport à l'investissement en temps pour un boulot. Bon, en revanche, une fois de plus, je ne mangeais pas à ma faim. En tout cas, je pouvais payer des pneus et de l'essence, qui était quand même l'essentiel de notre objectif. Et vous avez pu commencer aussi à goûter au Monte-Carlo, pas en tant que participant, mais à comprendre en fait l'engagement physique que ça représente, parce que tu as fait les repérages, c'est ça, en 82. On a fait les reconnaissances pour un concurrent du Pas-de-Calais. Et on est parti à 3, donc le copilote François et moi. Donc moi, j'étais chargée de prendre les notes, le copilote d'annoncer les notes à la place du pilote, et François conduisait la voiture de reconnaissance. Et du coup, on a touché du doigt un petit peu le monde du Monte-Carlo. Ça nous a vachement aidé pour les années suivantes, pour mettre le pied à l'étrier au Monte-Carlo. C'est compliqué quand tu connais rien du tout. Là, on avait fait des repérages sympas. Et on avait fait une prise de notes, une confirmation. C'était peu. En tout cas, on avait découvert tout l'univers Monte-Carlo. Et alors là, ça nous a fait baver d'envie jusqu'en 84. La première édition, on a pu s'inscrire. Moi, j'avais décroché un budget avec Damar, les maillots chauds Damar. Ouais, que tu utilises pour le ski ou pour tout ça. En sous-vêtements. Et du coup, on avait un budget, je dirais pas confortable, mais un budget minimum pour pouvoir financer cette participation au Monte-Carlo. Ça a été notre première. C'était avec la Samba Rally. Et ça a été colossal, quoi. Ça a été colossal. Et le public nous a découvert. On était en vrac partout. On avait les pneus du Challenge Pirelli Winter. Donc, on a fini, je sais plus combien, mais très très bien classé au Challenge Pirelli Winter. Et on a éclaté au grand jour les spectateurs, la presse, tout le monde est venu nous voir parce que c'était rarissime de voir un équipage avec une petite Samba comme ça. Sur le papier, elle était Groupa, mais en réalité, elle n'avait de Groupa que le moteur. On avait des freins Groupen et puis des amortisseurs Groupen et une boîte Groupen. Donc, on était vraiment les tout petits qui venions faire une première participation sur un rallye Monte-Carlo, quoi. Donc, c'était assez colossal comme résultat et comme participation. Nous, ça nous a vachement marqué, en fait, ce rallye. Ça a façonné notre mode de vie. Dans la mesure où on s'est dit, il vaut mieux faire des grands rallyes une fois dans l'année que 12 petits, parce qu'on apprend énormément sur des kilomètres de Monte-Carlo en course. Énormément. Ça a été extrêmement révélateur et le coup de volant de François vient en particulier, en tout cas sur les terrains glissants, de cette expérience depuis des années sur des grands rallyes. On avait déjà fait les boucles de Spa à l'époque, on était déjà parti de ce principe. Pour préparer justement le Monte-Carlo ? Non, c'était juste pour apprendre, pour rouler, roulage, quoi, en fait. On avait besoin de rien à l'époque. En Belgique, on n'avait même pas besoin de combinaison, de unifugée. On partait en t-shirt et en pull. Et donc, c'était très intéressant de faire ces longs kilométrages parce qu'à l'époque, les rallyes championnats du monde, c'était jusque 880 km au Monte-Carlo de spécial. Quand tu vois aujourd'hui, il y en a 350, 360. Et un boucle de Spa, c'était déjà 600 km de spécial, quoi. Donc, t'apprends énormément sur ce genre de kilométrage. Tu vois, les petits rallyes de l'époque, les régionaux, c'était 25 km de spécial. T'apprends rien à 25 km, c'est trop juste. Donc, si tu veux en faire ton métier, t'as intérêt à faire du roulage. Et il y a pas d'autres conditions meilleures pour pouvoir t'entraîner, quoi. Tu te mets à l'épreuve physiquement, mentalement. Enfin, c'est vachement violent comme effort parce que c'est un marathon, un sprint marathon finalement. C'est un sprint marathon, c'est bien résumé. Physiquement et moralement, c'était ardos. Et puis, c'était sur 5 jours à Monte-Carlo, 3 jours complets à un boucle de Spa, 5 jours le Monte-Carlo, plus le parcours de concentration auparavant. Donc, tu tapais déjà une nuit blanche sans pouvoir dormir, parce que les équipages officiels avaient de quoi se reposer dans un motorhome 2 heures de temps à chaque pointage, parce que les temps étaient larges. Pour faire les 1000 km, on avait quasiment 24 heures. Mais nous, non. Donc, on attendait comme des cons dans la voiture à se geler pendant que les premiers allaient pointer. Puis, on faisait la queue, on attendait, quoi. Donc, nous, on n'avait pas de répit du tout. Même à Gap, je vois, entre le parcours commun et le parcours... entre le parcours, je sais plus comment il s'appelait à l'époque, le premier et le deuxième parcours, on n'avait pas de quoi dormir. Pour 3 heures, on n'allait pas se payer l'hôtel, on n'avait pas l'argent, donc on dormait dans la voiture, quoi. Donc, la DS faisait office de camping-car, quoi. Même pas, c'était dans la voiture de course. Dans la voiture de course. Assis dans nos baquets. Vas-y, mets-toi dans un baquet, tu vas voir. Repose-toi 3 heures, tu vas voir. Quand tu dois repartir pour une étape de 8 heures derrière, on était morts. Oui, et puis en plus, entre-temps, vous avez eu plein d'autres galères à gérer. Il y a eu François qui a dû faire son service militaire, tu as dû élaborer plein de stratégies pour le sortir de là. Ça a été un grand moment de service militaire français, ça.
Alors, le service militaire français, ça a été un grand moment. François devait intégrer, il avait été appelé. À l'époque, c'était un service militaire d'1 an. Et en fait, il a pas voulu répondre à rien ni personne. Il a fait n'importe quoi sur ses dossiers. Ce qui fait qu'ils l'ont mis chez les paras. Donc, il a composé d'urgence un dossier médical pour une vague histoire de cheville qui avait morflé pendant ses années foot, puisque François était quand même espoir Lille, du foot LOSC. club. Le LOSC, voilà, c'est ça. Donc, ses parents avaient beaucoup misé sur une carrière foot. Et puis, au grand désespoir de son père, il est parti vers l'automobile. Donc, bref, François voulait pas faire l'armée, mais il avait décidé qu'il les ferait pas et que ça le ferait chier. Donc, il est appelé, il part là-bas. Au bout de 3 jours, il m'appelle avec les cabines téléphoniques, parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Bah oui, c'est juste pas possible, ils me font chier. Je suis chez les commandos parachutistes de Dieuze. Moi, ça me parlait pas, hein, je connais rien à l'armée. Hein. Et puis, il me dit, je déserte. Bon, alors, il déserte une première fois. Les flics viennent le rechercher le lundi matin chez lui, puis chez moi, il sonne chez moi. Mes parents, non, on sait pas ce qui s'est passé et tout. Bon, et puis bon, on retrouve François. Alors je me souviens plus ce qu'on avait fait comme connerie. Ça devait être certainement pour les 24 heures dit, pour une connerie comme ça pour l'inspectateur. Donc bref, ils lui disent de retourner là-bas. Donc Manu Militari. Donc il retourne là-bas. Et puis il y avait les 24 heures du Mans dans la foulée. Donc il m'appelle toujours sur sa cabine téléphonique. Et puis il me dit, écoute, moi je vais déserter. Il faut pas louper les 24 heures du Mans. Rejoins-moi au Mans. Et puis arrive en train. Et puis on se retrouve à la gare. Et puis on va aller voir les 24 heures du Mans. Mais il avait aucune notion des conséquences, quoi. Tu désertes 2 fois l'armée, mais tu pars en prison, quoi. C'est un truc de ouf. Donc deuxième fois, rebelote. On se retrouve au Mans, à la gare du Mans. Et puis, on arrive aux 24 heures du Mans. On était en spectateur, super contents. C'était magnifique. La course était belle. Vous avez escaladé pour rentrer en tant que spectateur? On avait resquié. Ouais. Et puis, le lundi matin, ses parents reçoivent les flics à 8 heures du matin et ils rebelotent chez les miens. Parce que dans un village, tout se sait. Ils savaient qu'on était ensemble. À l'époque, c'était mon petit copain, François. Et puis, deuxième désertion. Donc là, il est quand même menacé des pires peines du monde. Il retourne là-bas à Dieuze, puis il dit non, mais de toute façon, moi, j'y retournerai pas, c'est pas possible, etc., etc. Alors, je sais plus par quel hasard il a été muté à Tours, je sais plus pourquoi. Et puis, il a fait 3 désertions. Donc, la 3e a été la bonne. Il a dit, c'est bon, maintenant, je n'y vais plus. Alors, on avait des copains qui étaient du côté de l'hôpital militaire de Lille, en train de faire eux-mêmes leur armée, qui avaient dit, si tu prends des cachets, ils vont te déclarer inapte simuler mentalement. Une tentative de suicide, quoi. Voilà. Sauf que le Lascar, il a pris 7 Valium et 8 Tranxène, quoi, genre. Donc, si tu veux, avec une dose de cheval pareil dans l'organisme, il est tombé limite dans le coma. Il a été, mais au pied, pas con, hein, au pied de la porte au pied de la porte de l'hôpital militaire, hein, très stratégique. Donc moi, pendant 4 jours, j'ai pas eu de nouvelles, ou pendant 3 jours, j'ai pas eu de nouvelles. J'étais super inquiète. En fait, il avait fait lavage d'estomac, réanimation, machin. Et puis, il m'appelle au bout de 4 jours, la voix encore pâteuse, et il me dit, ben voilà, je suis à l'hôpital militaire de Lille, c'est bon, je vais pouvoir me faire réformer. Bon, d'accord. Alors, viens me voir. Alors, moi, je vais le voir, et puis, je me fais jeter une première fois, et puis, il me dit, mais de toute façon, ça m'aide, si tu restes là, ça va m'aider, ça va aller encore plus vite, ça va accélérer le processus, etc. Bon, d'accord. Et puis, de fait, je me suis fait passer pour enceinte sans travail et sans famille, donc je suis restée avec lui. Donc j'ai quand même eu l'immense honneur de dormir 3-4 nuits dans l'hôpital militaire, caché sous les lits des bidasses, au 7e étage, là où il y avait les fous. Et puis, parce qu'il était chez les fous, hein. Et puis, tout le monde, alors moi j'étais la mascotte, donc tout le monde venait me nourrir, ils m'apportaient tous les plateaux repas et tout, j'étais planquée sous les plumards, il y avait la ronde qui passait, je voyais les pieds du surveillant qui faisait le tour des plumards où j'étais planquée, et puis une fois ou deux je me suis fait piquer, donc ils m'ont rejeté dehors, mais je repassais de l'autre côté, je faisais le mur à l'inverse, donc je faisais le mur mais pour rentrer. C'est ubuesque. Et puis finalement, ils appellent François en consultation, puis ils disent, bah voilà, alors, votre petite copine, faut arrêter là. Bah ouais, mais elle est sans travail, sans famille, sans ressources. Ouais, non, mais attendez, là, faut arrêter, quoi. Bon, on va vous envoyer à Percy, à l'hôpital psychiatrique de Percy, ils vont vous signer une réforme. Sauf que c'était un gros piège. Donc on arrive là-bas à Percy, moi, toujours pareil, hein, j'étais partie prenante de l'affaire. On est allé en stop. On arrive à Percy. Et là, je vois une vraie maison de fous, avec des clinches, des portes capitonnées, des clinches de porte en arrondi pour pas que les gens se blessent. Et là, je tire la manche de François et je dis, là, faut pas se laisser faire, faut pas rester là. Alors, on a une consultation avec le psychiatre, mais le vrai psychiatre, obséquieux, comme ça, avec des petites lunettes et tout. Puis François, il disait, non, mais je suis pas fou, je veux juste me faire réformer.
Et puis le psychiatre lui dit oui, je sais, vous n'êtes Tout pas le monde fou. me dit ça. Oui, je sais, tout le monde. Et on est vraiment tombé sur un vrai psychiatre, quoi. Alors, moi, j'ai vraiment pris les foins et j'ai dit à François, on se casse d'ici. Donc, il me dit, je demande au Toubib si François peut me raccompagner à la porte pour me dire au revoir. Le Toubib a consenti. On a retraversé le bâtiment. Ils ferment les portes derrière toi à clé, tu vois, t'es enfermé complètement. Et à la porte d'entrée du bâtiment, on a parti en courant tous les deux. On n'est plus jamais revenus. Moi, je m'attendais à ce qu'on nous rattrape et tout ça. Alors, le lundi matin, pareil, les flics, les machins, le truc, ça a recommencé. Et puis finalement, il a réussi à se faire réformer à condition que sa petite copine, moi en l'occurrence, ne soit plus dans ses jupons, quoi. Ils en pouvaient plus de vous. Ils en pouvaient plus. On les a eu à l'usure. Donc ça, c'était un grand moment. Et à ce moment-là, vous recommencez un petit peu le rallye. C'est à ce moment-là que vous louez la fameuse Porsche? Oui, on a loué la fameuse Porsche. Alors, j'ai plus trop en tête. C'était quoi, une 3 litres turbo? Ça venait de l'Est. On est parti la chercher en train. C'était une turbo. Ça devait être une Type 930 pour l'époque, quelque chose comme ça. 930, ouais. Ouais. Et on est parti, donc elle était en groupe 3, si je ne m'abuse. Et on est parti s'inscrire au rallye de Picardie. Sauf que comme on était inscrit avec l'Auto Bianchi, on n'a pas pu changer de groupe. En arrivant avec cette Porsche, ils nous ont dit non, vous pouvez pas changer de groupe. Donc soit vous ne venez pas, soit vous venez avec une voiture du même groupe. Bon, c'était mort. Donc on a négocié avec le loueur pour ne pas payer plein pot, pour ne pas payer la course. Et on est rentré à la maison, on a fait des tonnes de montées, de descentes des pavés de Cassel, les fameuses grandes montées de pavés et descentes de Cassel. Et dans une des montées, on a pété une fusée de train avant, une biellette de direction, et on a fini à la limite du fossé. Donc on aurait pu mourir, quoi. Si on avait fait la course avec la descente de Liomer, on avait une chance sur deux de mourir. C'est fou, en fait, tu dis que le destin, il est trop bien fait, quoi. Ouais. Je suis devenue très fataliste. Ouais, tu m'étonnes. Et c'est avec cette voiture aussi qu'il y a eu des histoires un peu de course-poursuite dans l'île? Ouais, c'est avec cette voiture on s'est fait chauffer un peu par des jeunes en Golf GTI. Et nous, on était avec la Porsche, donc vroom vroom au feu. Et puis François a démarré comme un KU, les autres ont essayé de nous poursuivre et tout. Sauf qu'il y avait les flics dans une rue perpendiculaire qui se sont mis à nous poursuivre. Nous, avec la Porsche, et non pas à la Golf. Je sais pas pourquoi. Et nous, on a fui. On a fui comme des fous. On a brûlé 12 000 feux. On a franchi 15 lignes droites, 15 lignes blanches. On s'est sauvé par l'autoroute qu'on connaissait. Et puis, on s'est planqué à une sortie. On a roulé sans phare. On s'est planqué à une sortie. C'était de nuit, évidemment. Et on est resté 1 heure sans bouger, à trembler dans la voiture, en se disant, on va se faire piquer. Mais pourquoi on fuit? Enfin, c'était ridicule, en fait, de fuir. Mais voilà, mais vous c'était aviez tout aussi nous. une peur du gendarme, parce qu'à force, vous faisiez tellement traquer que... Il y avait quand même un espèce de passif, tu vois. Il y avait une sorte de passif, hein, et ouais, c'est resté longtemps, cette peur du gendarme. Tu l'as toujours? Non, faut pas exagérer. Et comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce que ton père t'aide un petit peu, ou en tout cas ta famille, pour te relancer? Parce que je crois que tu dilapides tes dernières économies, ton fameux PEL, pour vous racheter une voiture, en fait. Pour acheter un moteur, ouais. De la Samba Grupa, ouais. Pour acheter des pneus, des 4 jantes, des combinaisons, et je ne sais plus quoi. Ouais, c'est ça. J'ai claqué 50 000 francs de ce plan épargne logement qui était prévu par mon grand-père pour chacun de ses petits-enfants. Donc ouais, c'était pas cool. En même temps, c'est ce qui m'a assuré de pouvoir grimper les échelons dans cette carrière. Donc aujourd'hui, si je suis encore là à te parler, c'est aussi grâce à ce plan épargne logement quelque part, quoi. Qui a été placé au bon moment. Merci, en tout cas, utilisé au bon moment. Ouais. Et donc là, tu arrives sur la période dont tu parlais, à savoir un sponsor qui vous aide à vous lancer en 84 sur votre premier Monte-Carlo. Ouais. Donc ça a été Damar. Après, ça a été moins compliqué, ayant eu des retours presse, on commençait à être connus dans la région nord. Et du coup, on a réussi à avoir des petits bouts de budget à droite à gauche et à financer une saison complète en régional. Mais on a eu quelques déboires avec les ligues de tout le nord de la France, qui nous trouvaient insolents, pas très respectueux, des choses établies, ce qui était vrai. Il y a tout un contexte. Et puis on était des grandes gueules, et puis on dérangeait, et puis moi j'étais une nana, et puis on n'avait rien à faire dans ce milieu, donc on s'est fait détester, et aussi par notre niveau de performance. Du coup, on s'est dit, c'est pas grave, ils veulent pas de nous, tant mieux, on veut pas d'eux non plus, ça tombe bien, on va aller... Ça, c'est suite au rallye de Charlemagne, avec la petite anecdote, d'ailleurs, dont j'avais parlé avec François en préparation d'épisode, mais qu'on n'avait pas évoqué pendant le podcast. C'est
En fait, vous faites encore piqué par les flics. Un feu grillé, c'est ça? Ouais, c'est ça. On avait grillé un feu parce que les temps sur les liaisons étaient super short. Et du coup, on grille un feu. Et manque de bol, on grille 2 feux en fait. Et manque de bol, au loin, il y avait un flic roux qu'on a vu après. Pourquoi il était roux? Je sais pas, il était roux, mais moi je me souviens de sa tête rousse. Ouais. Et il nous arrête. Et il dit infraction code de la route, je signale à l'organisateur, etc. Et l'organisateur s'est saisi de cet argument pour nous mettre dehors du rallye. Donc ils nous ont disqualifiés, on était 4e au scratch avec la petite Samba. Ce qui était génial, parce qu'à l'époque on courait contre des Porsche, contre des R5 Turbo, enfin on était là, on était les petits penculs à faire, quoi. Et là, on en a beaucoup voulu parce que c'était un beau résultat qu'on a amené à nos sponsors et qui allait déterminer la suite. Et se faire déclasser, c'est honteux, quoi. C'est scandaleux. Donc on l'a très très mal vécu. Et on a dit, ils veulent pas de nous, bah tant mieux, nous non plus on veut pas d'eux. On va se casser et on va aller voir en France ce qui se passe. En fait, ça a été un bien pour un mal pour un bien, puisque dans la foulée, on a signé pour la Coupe 205 GTI. Donc on a troqué la Samba contre une 205 GTI d'origine. Et là, on s'est fait aider par Peugeot à Béthune, qui est une concession dont le propriétaire nous avait à la bonne. On est rentré dans leur club, Peugeot Talbot Sport Béthune. On s'est fait plein de potes et bien nous en a pris. Et ça a été déterminant pour la suite de notre carrière. On a fait 2 saisons en Coupe 205, 1985-1986. Et on a bien rigolé et on a eu des bons résultats, on a beaucoup appris. On avait Joe qui s'occupait de la mécanique, Joe Callaghan, qu'on avait surnommé Joe Callaghan, c'était Joseph. Et il nous a prêté sa voiture pour les reconnaissances, sa voiture perso, c'était une 304. Enfin, j'ai plein d'anecdotes. Et puis, Joe s'est montré particulièrement aidant et on est resté en super bon terme avec Joe encore maintenant. Et on pourrait lui faire une statue en chocolat tellement il nous a aidés, quoi. Donc ça, c'était super sympa. On a découvert la France et les rallyes du championnat de France de 2e et de 1re division avec notre petite 205 GTI. On s'est calé sur les performances de 2 pointures qui étaient devant nous. C'était Jacques Dubert et Jean-Sébastien Coulommiès, qui étaient des vieux routards de la 205. Et puis on a progressé en se calant exactement sur leur course à eux. Et en fait, ça a été malin. Par mimétisme, en fait. Ouais, et ça a été bien malin et on a appris énormément de choses. À l'issue de quoi, Peugeot nous a proposé une première saison en 1987 pour compenser notre manque de réussite en 86, parce qu'en fait, en août 86, on nous a demandé de faire la course de Madère. Il fallait faire une manche de championnat d'Europe dans notre programme de Coupe 205. Tout le monde quasiment avait choisi Madère en disant c'est génial, c'est une course vacances au mois d'août. Et sur la route qui nous emmenait là-bas, alors il y a toute une histoire, parce qu'en fait, moi j'avais loué une 309 chez Europcar. J'avais dit que j'avais besoin d'un crochet de remorque, d'attache remorque pour déménager un copain à Tours. On avait prévu de débrancher le compteur pour faire juste le kilométrage aller-retour à Tours, donc depuis le nord jusqu'à Tours. On avait Joseph Joe Callaghan qui avait immatriculé une remorque toute neuve, qui nous avait prêté sa remorque. Dessus, on était parti avec la voiture de course, chargée ras la gueule avec les pneus, les caisses à outils, les matériels d'assistance et quelques pièces. Et puis nous voilà partis avec la 309 de location à travers l'Espagne, ce qui était interdit à l'époque. Les frontières européennes n'étaient pas ouvertes comme ça. Et à Madrid, à 5h du matin, après avoir roulé une journée, une nuit, non, j'exagère, on se fait rentrer dedans par une camionnette avec 2 personnes à bord, ivres, malheureusement blessés. Donc les flics arrivent, ils nous accrochent le coin avant gauche de la remorque. Ils pulvérisent la remorque, qui tombe en contrebas et qui écrase la voiture de course avec tout le matériel éparpillé partout. Vous avez tout perdu, quoi. On a tout perdu. Alors les flics arrivent, tous les autres concurrents de la coupe passent devant nous, s'arrêtent, nous donnent un petit mot gentil et puis repartent vers leur course. Nous on avait les boules, t'imagines bien comment. On trouve une prof de français qui était capable de parler français et de traduire pour nous. Rapport de gendarmerie, les 2 personnes blessées, nous on n'avait rien parce qu'on n'avait pas touché, en fait c'était juste la remorque. Mais le crochet arraché sous la 309, donc il a fallu justifier. Alors j'ai dû téléphoner à Europcar en disant bah voilà, on a eu un problème avec la voiture. Ah bon, bah vous êtes où? Vous êtes à Tours? Bah non, on est en Espagne. Ah bon, mais qu'est-ce que vous faites en Espagne? Enfin, tu vois les emmerdes. La remorque de Joe perdue, explosée, et notre voiture de course explosée. Donc à la suite de ça, il nous restait 4 manches à faire pour finir notre Coupe 205. Donc on n'avait plus de voiture de course, on n'avait plus rien. Moi j'ai dit on va aller téléphoner chez Peugeot. On va demander l'assistance de Peugeot. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a eu un rendez-vous avec Jean Todt. Monsieur Elias, qui dirigeait le groupement des concessionnaires Peugeot, et je sais plus qui, il y avait, je sais plus qui, il y avait 4 personnes. Et puis donc moi je suis arrivée à ce rendez-vous, François n'avait pas voulu venir,
Et puis j'ai expliqué la situation. Et puis donc en général, c'est plutôt toi qui gérais les situations un peu délicates. C'est moi qui gérais le rapport avec les sponsors. Ouais. François s'occupait plus du pilotage et de la mécanique avec les copains mécanos. Et moi, je m'occupais des relations publiques et du copilotage. Donc tout ce qui était sponsor, en gros, c'était moi. On faisait bien notre part du travail, c'était parfait. Ça marchait super bien. Et puis, et pour te dire, j'ai eu un contrôle fiscal sur l'association à l'époque qu'on avait créée. Et le mec me vient me contrôler. Et il me dit, vous me donnez votre comptabilité. Et je lui sors 4 boîtes de chaussures avec tous les vouchers dedans, mais bien classés, hein. Par ordre chronologique. Mais bon, j'avais pas de comptage, j'avais rien, quoi. Alors le mec, il a été cool, il a été sympa. Et il nous a rien rectifié parce qu'il a bien vu que ce que je disais, c'était vrai. Puis j'avais tous les vouchers qui le prouvaient. Il a dit, pour l'année prochaine, je vous conseille quand même de faire une comptabilité. Vous savez, un cahier de dépenses et de recettes. Oui, monsieur. Et bon, ça s'est bien terminé. Donc, pour en revenir à notre rendez-vous chez Peugeot, à l'issue de ce rendez-vous, en fait, ils nous ont prêté une voiture, ils nous ont mis à disposition une voiture en groupe N, qui était préparée chez Bouillet, et un mulet. Alors pour nous, c'était Byzance, un vrai mulet de 105 GTI, c'était un truc de fou, quoi. C'était une voiture qui était louée au coup par coup pour la semaine de reconnaissance chez Hertz ou Avis, je m'en souviens plus, mais ça s'appelait. Tu peux expliquer Lux. ce que c'est qu'un mulet pour les gens qui Un mulet, voient pas? c'est une voiture de reconnaissance qui ressemble à l'identique à la voiture de course. Ça se faisait à l'époque, maintenant ça se fait plus. Maintenant, ce sont des voitures qui ressemblent à la série, mais qui permettent quand même d'avoir un bon niveau de performance, mais rien à voir avec les voitures de course. Et donc, nous voilà partis avec notre mulet voiture de course, louée chez Hertz ou Avis, je me souviens plus, ça s'appelait Avis Lux, ou Hertz Lux, et c'était à Paris, à côté de la place de l'Étoile. Et donc, bon, bref, à chaque fois on allait là-bas, on prenait la voiture, on était super contents d'avoir une vraie voiture qui ressemblait à notre voiture de course, c'était beaucoup plus facile pour prendre les notes, pour s'entraîner et tout, beaucoup plus confortable. J'imagine que vous avez fait un peu les cons sur Paris avec avant de redescendre. Beaucoup. Ça étonne pas. Beaucoup. Un jour, on a même pris le rond-point, de l'Arc de Triomphe en sens inverse. Juste pour rigoler, Juste quoi. pour rigoler. Normal. Pour te dire. Les idées de François. Et donc, on a réussi à faire le rallye d'Antibes. Il y avait les Cévennes, il y avait le Var, il y avait... C'est à ce moment-là que vous faites la première victoire? Non, parce que la première victoire, vous l'avez faite en 86. 88. 88 avec la BM, c'est plus tard. Non, quand je dis première victoire dans votre groupe, pas au scratch. Dans la Coupe 205 ? Ouais. C'est les 24 heures d'Ypres, non? Je me souviens plus. Tout est dans mon bouquin parce que j'avais trouvé toutes les archives avec François. Je crois que c'est en 86, je crois. Au rallye du Var, on devait rendre la voiture. On avait fait des bonnes performances. On était deuxième de la coupe. On avait perdu la tête à cause de ce rallye de Madère où on n'avait pas marqué de points. Mais en tout cas, on était remonté à la deuxième place. Et Dubert et Coulommiers, on arrivait à les battre à la régulière. Donc ça, c'était un peu notre but. Et puis, au rallye du Var, c'était la dernière manche et on devait rendre la voiture à l'issue du rallye du Var et rendre le mulet. Et François me dit, on va faire remonter le mulet plus vite que prévu. Ils vont gagner 2 jours de location. Ils seront contents chez Peugeot. On va la faire remonter par un copain. Et le copain en question crache la voiture sur le col de Bessé-en-Chaume, sur la remontée de vers Beaune là-bas. Il fait la course, pourquoi? Il fait la course avec un connard et il se plante. Il part en tonneau sur l'autoroute. Il se retrouve de l'autre côté de l'autoroute. Il provoque un accident en face et tout. La catastrophe. Heureusement bien assuré. Et nous, en course, on se crache et on pulvérise la voiture. Donc 2 bagnoles mortes. Le même week-end. Et monsieur Elias vient me voir à la fin du rallye, puis il me dit, la voiture de location, ça ira parce qu'elle est assurée, mais vous n'avez pas pris d'assurance course? Non. Il va falloir que vous me reconstruisiez une voiture et que vous me la rendiez. D'accord. Laissez-moi le temps, hein, monsieur Elias. Oui, ok. Et donc, toute l'année d'après, on a dû reconstruire une voiture et lui rendre une voiture. Ça a été très compliqué. Tu m'étonnes. Du coup, vous repartez. En fait, c'est toujours, j'ai l'impression, une petite avancée, on recule, on réavance, on recule. Des sauts de puce, quoi. Des sauts de puce, ouais. Beaucoup de marche arrière, un peu de marche avant. Et en plus, c'est à ce moment-là que François se fait retirer son permis? Ça a été juste avant 87. Ok. Fin 86. Oui, c'est ça. On nous propose, à l'issue de cette Coupe 205, on a quand même particulièrement brillé, on nous propose une place chez Peugeot, volant officiel. Or, François venait juste de faire un délit de fuite en passant devant un radar à fond, de nuit, dans le nord de la France. Il avait fait demi-tour au frein à main devant le comité d'accueil pour pas se faire piquer, et il était reparti en sens inverse, et donc la maréchaussée l'avait dans le baba, quoi, en gros. Attends, tu peux expliquer ça parce que je visualise pas le truc. C'est-à-dire que le radar, le flash... Non, c'était pas des flashs à l'époque, c'était un comité d'accueil. Ah ouais, ok, d'accord. Qui s'attendait 1 kilomètre au-dessus. Ok. C'était pas encore automatique. Flash, ouais, logique. Et le comité d'accueil veut le cueillir, se met au milieu de la route, et lui, voyant
le comité d'accueil, il fait demi-tour, frein à main, et il se barre. Et il était au volant d'une voiture particulière, qui avait une décoration particulière, c'était une Samba, je sais plus quelle série limitée, qui avait des bandes facilement reconnaissables. 3 semaines après, un flic l'arrête dans Hasbrook City, ça fait rêver, et lui dit « Bonjour monsieur, c'est votre voiture ?» Il est en train de se garer. « Bah oui, c'est ma voiture. Enfin non, c'est la voiture de ma petite copine. Pourquoi ?»« Bah, donnez-moi vos coordonnées, s'il vous plaît, vous allez entendre parler de nous. » Et lui, il donne ses coordonnées, et puis, obligé quoi. Hein. Et puis, 2 jours après, débarque chez lui une brigade qui lui dit « Vous avez fait un demi-tour au frein à main, on vous a identifié, c'est bien vous, etc. » Donc, vous risquez 1 an de retrait de permis de conduire. Et au moment même où vous atteignez votre but, à savoir un volant officiel. Voilà. 3 pas en arrière. Donc, avec François, on réfléchit. Et moi, je dis, écoute, on est affilié par notre licence à un organisme de défense et recours. Donc, on prévient ces gens-là qui devaient nous faire donc mettre à disposition un avocat et qui nous mettent en relation avec un avocat de Roubaix-Tourcoing qui a pris la chose à cœur et qui nous a super bien défendu. Donc on s'est retrouvés au tribunal en appel parce qu'on avait perdu en première instance 1 an de retrait de permis, il y avait je sais plus combien de francs, c'était des francs à l'époque, d'amende, et je sais pas s'il y avait pas de la prison avec sursis, enfin c'était un truc de ouf, quoi. Alors il y avait pas eu, c'était juste un demi-tour frein à main devant le comité d'accueil, à la limite on lui aurait appris que sa mère avait un problème et il aurait fait demi-tour, c'était défendable, tu vois, mais alors là ça prenait des proportions de dingue. En fait, ils nous avaient reconnus, soi-disant, mais rien n'était étayé. C'est-à-dire qu'ils étaient pas sûrs de la voiture, il leur manquait un numéro de l'immatriculation dans le noir, ils avaient pas vu François, alors soi-disant ils avaient vu François dans le noir, mais c'était pas vrai, enfin soi-disant tout était monté de toutes pièces, mais bon ça te fait quand même un drôle d'effet, t'arrives en cour d'appel à Douai pour défendre ton dossier avec ton avocat, parce que t'en as déjà pris plein la gueule au premier round, et puis tu vois toute la brigade arriver, 7 personnes arriver, avec les bottes bien cirées, et puis qui sont là pour te faire bouffer ton chapeau, quoi. Donc voilà. Oui, ils voulaient votre tête, quoi. Ils voulaient notre tête. Et puis ça avait pris des mesures incroyables, quoi. C'était vraiment ils nous avaient dans le collimateur depuis longtemps, donc là ils allaient nous faire payer toutes ces années de poursuites stériles. Donc bref, l'avocat nous a super bien défendus, et puis on a fait passer un certain nombre de témoins. Ben non, ils étaient au restaurant avec nous ce soir-là. On était ensemble à tel endroit, de telle heure à telle heure, etc. Mais bon, rien n'était vraiment preuve. Et puis moi, je suis arrivée avec mon petit carnet agenda, puis je dis au président du tribunal, écoutez, voilà, avec mon air bête et mes pieds plats, je sais pas si ça vaut quelque chose pour vous, mais moi, je regardais sur mon agenda. J'avais marqué qu'on était à ce moment-là, à cette heure-là, avec Tartampion et machin, au restaurant à Lille. Et puis le président du tribunal, j'ai vu que ça a mis un doute, en fait, dans sa tête. Une si gentille jeune femme, elle allait pas lui raconter des bobards à ce point-là. Puis l'encre était sèche, quand même. Et puis l'encre était juste sèche. Et puis effectivement, il nous a relaxé au bénéfice du doute. Donc là, on a poussé un grand cri de soulagement. Et je suis restée très amie et très liée avec l'avocat qui nous avait défendu. Un super mec. Et voilà, l'histoire. Mais on est passé vraiment près de la correctionnelle, quoi. Il a fini par te poser la question, l'avocat, savoir si c'était vraiment vous ou pas? Ouais, je lui ai avoué, mais longtemps après. Et à ce moment-là, comment ça se passe avec Peugeot? Vous pouvez tout de suite relancer retrouver votre volant officiel, puisque les problèmes sont derrière vous? Ou comment oui, ça se goupille? ils n'ont jamais rien su, en fait. Ça s'est goupillé de manière assez naturelle. Ils nous ont filé un mulet, ils nous ont expliqué comment ça marchait. On a fait des baquets, on a pris des baquets, ils nous ont fait des combinaisons sur mesure. Nous, on vivait un rêve. On vivait vraiment un rêve éveillé. C'était vraiment très, très intéressant pour nous. Alors, pas financièrement, parce que seul François était payé. Moi, j'étais toujours dans la même galère. Mais sinon, c'était génial. C'était le rêve abouti, quoi. Malheureusement, ça dure pas très longtemps. Non, on a fait une saison qui était une très bonne saison. On était 2 équipages. L'autre équipage, c'était Jean-Paul Bouquet. Donc tous les deux, on avait la même voiture. On a fait une très bonne saison, sauf qu'on s'est gravement épouillé l'un de l'autre. Et puis, parce qu'on se battait à coups de seconde, on était quasiment similaires en performance. Et puis, donc l'ambiance n'était pas top dans le team. Faut quand même pas se voiler la face. Et puis, à la fin de l'année, ils ont remercié tous les deux. Alors, on se l'est pris un peu en travers du gosier. En fait, il n'y avait pas vraiment de raison. C'était juste une raison marketing. C'était le moment du lancement de la 309. Et ils devaient mettre le paquet sur la publicité et tout ce qui était promotion de la 309 GTI, donc en rallye, et donc avec Fréclin et Tilbert. Donc ils ont préféré centraliser leurs efforts financiers sur la 309. Voilà, en gros pas. Et puis nous, nos petits budgets groupe N, bon, c'était pas aussi colossal, et puis on pouvait pas figurer mieux que 9e
au championnat de France, quoi. Ce qui était déjà en soi extraordinaire d'être 9e avec une petite voiture Groupe N. À l'époque, c'était vraiment des Groupe N, c'était quasiment d'origine. On avait très très peu de niveau de performance comparé aux voitures actuelles qui répondent aux mêmes normes qui étaient à l'époque le Groupe N. Ça n'a rien à voir. Et donc, à l'issue de cette année, on se retrouve à pied, sauf que personne nous l'ayant clairement dit, on se retrouve à pied, mais on réagit qu'à partir du mois de janvier, en ayant toujours l'espoir que. Et puis mi-janvier, c'est-à-dire une semaine avant le Monte-Carlo, que dalle, on nous voulait à pied, quoi. Donc on voulait bien ne pas faire le Monte-Carlo pour se concentrer sur un programme Peugeot championnat de France, mais bon, voilà, on se retrouve à pied de chez à pied. Donc là, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, j'en avais ras-le-bol de galérer parce que j'avais toujours pas à bouffer, ou presque. Et puis avec François, on se dit attends, on essaie. Alors lui voulait absolument renouer avec les courses du championnat de France en Coupe 205 GTI. Je dis non, ne recule pas d'un échelon. Stratégiquement parlant, c'est pas bon. T'as été pilote d'usine, entre guillemets, ne redescends pas. Mais lui, il avait tellement à cœur de vouloir courir que là, on était un petit peu en désaccord. Et puis finalement, on a réussi à trouver un budget pour les 3 dernières manches de la saison, grâce à nos amis Béthunois d'ailleurs, où il y avait une société qui était en train de se relancer avec des marques de vêtements, et ils nous ont financé en fin de saison une BM Groupe A, qui était louée finalement, avec Silty Sport et Bernard Bouillet, qui étaient copartenaires. Donc on a réussi à faire 3 dernières manches de la saison, ça c'était mon idée, pour nous relancer pour l'année après, mais avec une voiture capable de gagner. Donc nous voilà partis avec une BM M3 E30 Groupe A, c'est super viril à conduire. Nous on sortait plus puissant. Beaucoup plus puissant, ça faisait 300 chevaux, tout sur les roues arrière. Donc nous on sortait d'une petite track avant Groupe N, on n'avait pas de conduite depuis 1 an ou presque. Et puis, et nous voilà partis faire le rallye d'Antibes. Donc, voilà, une grosse course en plus. La seule expérience que vous aviez en propulsion, c'était la Porsche finalement, quoi. Non, François avait fait 2-3 piges sur des petits slaloms ou des petites courses de côte avec une Talbot Lotus. Ok. Mais il avait un grand entraînement avec la voiture de son père qu'il piquait régulièrement au garage. Ah oui, il en a parlé ça dans son épisode que je vous invite à écouter aussi. La 323i. Une série limitée Biton. C'était une 1982. Donc c'était une E21. Et c'était une série limitée avec autobloquant, siège baquet, je sais plus, il y avait deux, trois petites sophistications pilotage intéressantes. Et donc, on l'a piqué régulièrement la nuit quand son père rentrait. Hop, on attendait qu'il dorme, on faisait coulisser la porte du garage et on se barrait avec la bagnole. On l'a démarré dans la descente pour pas qu'il l'entende, à la poussette, enfin, juste avec son propre poids dans la descente. Vous mettiez limite une demi-heure pour ouvrir la porte du garage, c'est ça. Millimètre par millimètre. C'est ça. Ça grinçait cette merde de porte en plus. Ouais, ça me rappelle des bons souvenirs. Et puis, quand on a réussi à faire ce programme avec la M3 en Groupe A, notre première course au rallye d'Antibes, on finit 2e. Incroyable. Donc là, le monde était à nos pieds, les journalistes sont tous venus nous voir. Et moi, je leur disais, mais moi, je savais qu'il avait du talent, quoi. Depuis le début, je sais qu'il a du talent. Et t'es pas un acrobate comme ça dans une voiture sans qu'il se passe rien après, quoi. C'était juste pas possible. Donc moi, j'ai toujours cru en lui, c'était assez marrant. Et puis j'avais l'impression que les mecs le découvraient, donc ça me foutait la rage en même temps. Enfin bon, bref, c'était un peu compliqué comme situation à gérer. Et j'avoue qu'on n'a pas toujours été très aimable en fait, parce que après t'as eu tous les gens qui sont venus nous parasiter. Oui, on a toujours cru en toi, tu parles, tu nous as fait les pires crasses. Enfin bon, bref. On s'est fait avec des potes. T'as l'impression que c'est un peu injuste dans le sens où quand t'avais besoin vraiment des gens, ils étaient pas là et ils arrivent quand. Oui, c'était de la récupération, bien sûr. Et alors tout d'un coup, on a eu 12 000 amis tout d'un coup là-dessus. Mais bon, c'est un grand classique. Hein. C'était quoi d'ailleurs, ça me fait penser, mais l'histoire, j'ai lu ça dans ton livre, l'histoire du sucre. Au titre des crasses qu'on vous a pu vous mettre. On a un enfoiré de mécanicien qui nous a mis du sucre dans notre réservoir. Mais quel était son but de faire ça en fait? Faire chier. Nous faire casser un moteur. Sur quoi il a parfaitement réussi. Ouais, tu m'étonnes. Ça, c'était sur la petite 104 ZS jaune et bleu. Donc, ouais, c'est pas cool quoi. Enfin, comment tu peux faire des trucs pareils? Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Jalousie pure. Ah non, on a chié. Alors, notre petite aventure en M3, ça s'est super bien terminé. Donc, aux Cévennes, on a pété un pont ou je ne sais plus quoi. Donc, le pont n'avait pas pu être révisé par manque de moyens. Et puis, au Var, on finit aussi sur le podium. Donc là, c'était génial, quoi. C'était la liesse, c'était le bonheur total, quoi. On était sûr que Peugeot allait nous rappeler derrière. Et puis, effectivement, Peugeot nous a rappelé derrière en proposant à François un programme. François et moi, on commençait à se dire, moi j'en avais ras-le-bol, j'avais une proposition avec notre sponsor de la M3 de fringues, de travail, un vrai travail avec une vraie voiture de fonction, un vrai salaire et de quoi bouffer. Donc moi j'avais dit à François, écoute, pédale douce si on n'a pas de programme, c'est bon, j'en ai marre de galérer.
Et ça faisait presque 10 ans que tu étais comme ça à vivre précairement, quoi. Ouais. Et puis, il me dit, OK, je prends note, Daniel voudrait peut-être prendre la place, etc., etc. Donc, Daniel Gratteloup. Oui. Et puis Peugeot rappelle François en lui proposant le programme 309 Groupe A. Et puis, il me dit, qu'est-ce que t'en penses? Je prendrais bien Daniel, etc. Je dis, prends Daniel si tu veux prendre Daniel, hein, je vais pas te forcer. C'était un peu con parce que pour une fois, on avait un programme... Bon, donc je laisse tomber, je prends mon job, je me reconstruis mentalement, je dirais. Et puis, c'est là où j'ai commencé à penser à moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai pensé à moi. Où je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai ce rêve de gosse d'hélico. J'ai pas une thune, c'est pas le moment. Mais ça commence à me travailler, en fait. Donc, pour ne pas avoir de regrets, j'ai franchi toutes les étapes du volant Sergi. Jet Sergi, c'était l'école de pilotage à la mode sur la Terre à l'époque. Donc là, on est en début 90, fin 89. Ouais. Et j'ai fait ce volant que j'ai gagné. À la surprise générale. En fait, j'ai pas été super bonne, j'ai été moins pire que les autres parce qu'il y avait de la boue le jour de la finale, hein, donc j'étais tout en finesse. J'étais plus maligne, je crois. Et puis ce volant, ça a été un fiasco parce qu'en fait, le prix n'était pas à l'auteur de ce que j'en attendais. Donc j'ai converti le prix championnat de France enfin voiture mise à disposition pour un championnat de France en une épreuve de Monte-Carlo parce que je savais que je pouvais trouver des budgets. Ce que j'ai réussi à faire. En fait, la voiture était dans un état pitoyable. Elle avait été très très mal remontée parce qu'elle avait été accidentée par le précédent volant de l'année d'avant. Elle avait été très mal remontée. Sur la liaison pour partir, enfin sur la route, sur l'autoroute pour partir à Reims pour les vérifs, je perds une plaquette de frein, donc je me retrouve avec la pédale au frein. Perds une plaquette? Ouais, je me retrouve avec la pédale au plancher. Et ça m'a pas amusé du tout et je me suis dit, là, ça commence fort, quoi. Bon, après, on a eu que des emmerdes mécaniques. On a abandonné. Et puis, j'ai dit, c'est bon, je vais pas recommencer toutes les galères. Ça t'a gonflé, tu t'es dit, c'est bon, c'est trop. Définitivement gonflé. Et donc, on est parti, moi, je suis partie sur un autre schéma de travail, de me reconstruire moi, et puis de voir ce que ça allait donner par la suite. Et puis, je me renseigne à l'ENAC. L'ENAC ne voulait pas de moi parce que j'avais pas le niveau bac et il fallait maths sup, maths spé pour pénétrer dans l'antre dans l'antichambre des pilotes hélico. Et je trouve une école à Paris qui pouvait faire une préparation sur une année pour devenir pilote hélico. Donc, je me suis inscrite à cette session. Ça a duré 1 an et demi, en réalité. Parce qu'il faut faire 150 heures de vol, c'est à Paris, il fallait se loger, enfin bon, bref. Et ça a été les 2 années 89-90 où François avait son programme en Peugeot, mais non pas avec Daniel, qui s'était fait éjecter d'office, parce que Christian Tilbert était encore en contrat avec Peugeot, et donc ils ont imposé Christian Tilbert à François. Ce qui n'a pas été apparemment l'osmose parfaite. Non, apparemment non. Fin 90, je prépare mon brevet hélico. On me donne ma date d'examen, c'était le 30 novembre. Donc là, je commence à flipper sec parce que l'examen, c'est compliqué. La théorie déjà, et la pratique aussi. La théorie, je venais de l'avoir. Et la pratique, 30 novembre. OK. Donc il me restait des heures d'entraînement à faire, des programmes de panne, etc. Et puis c'est aussi l'accomplissement d'un rêve d'enfant. Parce que tu le disais tout à l'heure, ça t'a toujours fait rêver les hélicoptères. Ouais, toujours. Et je te posais la question en off, si tu savais pourquoi ça te faisait rêver. Et tu me disais, pas forcément, mais la liberté, c'est ça? La liberté. Parce que tu peux te poser, entre guillemets, beaucoup plus facilement qu'avec un avion. Ah ben ça n'a rien à voir, tu te poses chez les potes, là, au bord du champ, à condition d'être à 150 mètres des maisons avoisinantes et d'avoir l'autorisation écrite du propriétaire. C'est rien, finalement. Tu vois la France qui est vide, avec tous les champs. Tu vas dans la Nièvre, t'as de quoi faire. Tu vas partout, mais oui. C'est clair. Donc c'est un rêve de gosse. Je sais pas pourquoi. Je suis pleinement heureuse quand je suis en l'air. C'est inexplicable. T'en as, c'est en bateau, t'en as, c'est dans la forêt. Et donc bref, je prépare mon examen du 30 novembre. Et François m'appelle 5 jours avant en me disant, Anne-Chantal, j'ai une proposition de Ford Motorsport pour un programme en championnat du monde sur la nouvelle Ford Sierra Cosworth. 4 motrices. 380 chevaux, je crois, quelque chose comme ça. C'est ta place. Je te pose la question en premier à toi. Sachant que derrière, t'en as 3 ou 4 qui voudront venir. Si tu me dis non. Et je lui dis, écoute, je prépare mon examen hélico pour dans 2 jours. Si tu veux, tu me laisses réfléchir 24 heures. 24 heures après, je le rappelle et je lui dis, j'enchaîne les 2. Je fais le programme hélico, mon examen d'hélico. Dis-moi quand est-ce qu'il faut venir. Le 1er décembre, dans le Vercors, au col de la Machine pour les premiers essais de la Sierra avec Pirelli pour les pneus neige. Donc j'ai fait les 2, j'ai réussi l'examen d'hélico et le lendemain, j'étais dans le col de la Machine pour les essais. Alors ça a été... Mais t'as accepté pourquoi? Parce que tu savais que c'était un peu la concrétisation de tous les efforts, toute la galère que vous avez pris. Ouais, ça a été vraiment la concrétisation pour moi. Mais j'avais dit à François, je ferai 1 année, peut-être pas 2, mais en tout cas, je vais faire 1 année de concrétisation. Donc j'ai bien fait, c'était super, ça a été une très très belle année pour moi.
Ça commence aussi avec un rallye que vous affectionnez particulièrement, le Monte-Carlo. Le Monte-Carlo, qui En s'est fini 91. comme chacun sait, Ouais. par des larmes. Mais ça a très bien commencé quand même. Ça a très bien commencé. On a commencé, on était 8e, 7e, 6e, 5e. On a grappillé des places en apprenant la voiture, parce que finalement, c'est en course que tu l'apprends. En essai, c'est bien, mais bon, ça vaut pas la course. Et on s'est mis le tout en main. Et puis, moi, les notes, ça allait bien. Ça allait super bien. Et puis, on a fait un premier scratch dans Burzet. Et puis, un deuxième scratch. Et puis après, on a enchaîné tous les scratchs jusqu'à la fin du rallye, quoi. C'était un truc de dingue. C'était une aventure de dingue. Et on avait la France qui nous poussait derrière. Faut pas oublier il y avait Didier Auriol et nous. Didier avait abandonné. Il restait nous. On était le petit prince de tous les Français qui se retrouvaient dans cette performance où au monté, on était en train d'éclore complètement, quoi. Contre le géant Carlos Sainz à l'époque. Ouais, David contre Goliath, ça fait toujours rêver les foules. Et il était déjà champion du monde, il y avait Mickey Biezon, il y avait que des pointures autour de nous. Donc c'était incroyable, il y avait des Kankunen, il y avait tous les héros de notre jeunesse. Et on était en train de les battre, on était presque en train de s'excuser, quoi. Et on était super mal à l'aise de les battre, on voulait s'excuser presque en disant c'est pas nous, c'est la voiture qui est top, quoi. Donc c'était un drôle de... C'était très bizarre comme situation. De se retrouver là, tous les deux, c'était super bizarre, quoi. Peut-être même plus pour moi encore qui avait loupé une année, enfin 2 années du coup. Et une place, donc 2 années, où ça faisait 2 ans que j'avais pas annoncé une note. J'arrivais là et puis paf, on remporte le Monte-Carlo. C'était presque trop beau. Et quand on casse cette pièce dans la dernière spéciale, quelque part, j'étais même pas étonnée. Enfin, je veux dire, l'histoire était trop belle, quoi. Et j'avais dit juste avant à François, te réjouis pas trop vite, on n'est pas encore à Monte-Carlo. C'est le côté fataliste qui est revenu à ce moment-là. Sans doute. Sans doute. Et il y a cette fameuse phrase de j'ai pas tapé. J'ai pas tapé, c'est le titre de mon livre. Hein. J'ai pas tapé. Les gens me disent, ouais, c'est pas écrit en français. Bah non, c'est pas écrit en français, c'est juste le cri du cœur, quoi. Mais c'est vrai que c'est une histoire folle. Mais peut-être que justement, si vous aviez gagné cette course, elle serait pas autant rentrée dans la légende. Absolument. Ça serait passé, oui, on aurait été des stars sur le coup, et puis le soufflet serait retombé, quoi. Il y aurait eu d'autres courses derrière, etc., etc. On n'a pas réitéré l'exploit. Hein. Au Portugal, on se crache mémorablement, on se prend un rocher. C'est là où François était tout bleu comme un schtroumpf. Quand tu te dis je vais frapper fort. Je vais frapper fort, ouais. Il a frappé fort, ouais. Et puis on s'est emplafonné dans la neige, les pavés, la nuit, le brouillard. On a tout eu là sur ce Portugal. Ça a été dantesque. Et après, qu'est-ce qu'on a fait comme course? On a eu la Grèce, on a pété 7 différentiels avant. Enfin, il faut dire que la voiture était pas faite pour résister aux assauts de François. C'était le pilote qui sollicitait le plus la mécanique. Comparé à Alex Furio et à Malcolm Wilson, il a toujours tout pété plus que tous les autres, quoi. Donc il menait la voiture à bout plus que les autres. Et c'est pas nous qui faisions les séances d'essai, malheureusement. On était 3e pilote et on a un peu payé le prix fort. On a eu beaucoup de soucis en Corse, aux reconnaissances de Corse avec les vrais mulets, parce qu'à l'époque on avait les vrais mulets groupe A. On a perdu 3 fois des roues. On a pété des moyeux 3 fois de suite en reconnaissance. Et on est parti dans la course en se disant, mais putain, si ça arrive encore, ils n'ont pas pu trouver de solution en aussi peu de temps. Si ça arrive encore, pourvu que ça soit pas du côté ravin, pourvu que ça soit du côté falaise, comme les 3 fois en reconnaissance. Tu m'étonnes. Ouais, on est parti la peur au ventre. Et en fait, on a pété 2 pompes à essence qui ont pété coup sur coup, un problème du fournisseur de pompes. On avait 5 cm d'essence qui était pulsée dans le coffre de la voiture. Ça puait l'essence dans tout l'habitacle. C'est un miracle qu'on n'ait pas pris feu. Et qu'on s'est arrêté là. Le rallye était terminé alors qu'on était en tête aussi. Et puis après, on a enchaîné avec, je sais plus quand, on a fait les reconnaissances du Finlande. Et puis ils n'ont pas voulu qu'on fasse la course parce que la voiture n'était pas fiable au dernier moment. Ça, la Finlande, j'aurais adoré parce que rien que les reconnaissances, c'était incroyable, quoi. Incroyable. C'était magnifique cette course. Topissime. Tu sais qu'actuellement, enfin, le dernier team Volkswagen qui a été en course, en 2015, si je ne m'abuse, ils ont paramétré la voiture, ils avaient mis des acquisitions de données, ils vidaient les boîtiers et d'acquisition de données. Ils ont calculé que leur voiture, donc en 2015, avait volé 88 secondes. Non, 1 minute 22, pardon. 1 minute 22. 1 minute 22, il y a 88 bosses. Ça veut dire que les voitures sautaient en moyenne quasiment 2 secondes par saut. C'est le rallye qui est le plus connu pour ça. Et incroyable. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a très peu de non-finlandais ou de non-nordiques qui ont gagné. Sébastien Loeb a gagné. Mais... Ouais. Et moi, j'ai adoré ce rallye. Il doit bien faire flipper ce rallye quand même. Hein. Ah oui, t'as peur. Ouais, t'as peur. En copilote, tu pars aussi la boule au ventre. Ouais. Mais c'est un bon stress. Après, le San Remo, ça a été le coup de grâce pour moi. Parce que on a tué un cheval en reconnaissance. Il y avait des chevaux sauvages sur la montagne, hein, dans une spéciale, et on en a tué un de plein fouet avec la bagnole, de mon côté. Moi, je suis cavalière. Donc moi, si tu veux tuer un cheval, pour moi, c'est quelque chose de terrible. Et
J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et puis, encore, me direz-vous. Et j'ai dit, non, mais c'est bon, moi, je m'arrête là. Et j'ai dit à François à la fin du rallye, écoute, moi, j'arrête là. T'as vu ça comme un signe du destin en mode on stoppe quoi. Stop, quoi, c'est bon. J'ai eu ma dose. Et puis, j'avais un peu fait le tour de la question. C'est vrai que j'aurais pu rester des années supplémentaires, un championnat du monde, j'aurais été ravie. Mais là, ça a été le coup de grâce pour moi. J'ai dit stop, j'arrête. Et donc, je suis partie vers d'autres horizons. T'es retourné à tes amours de l'hélicoptère ? Alors, c'est-à-dire qu'en fait, entre-temps, j'avais quand même eu une proposition intéressante, je suis pas partie les mains vides, pour créer un circuit à Abbeville. Donc, j'ai voulu créer ce circuit d'Abbeville. Je me suis bien amusée. On a eu une période de dingue où c'était les débuts du magazine Contour. Donc, j'ai participé activement à ce magazine. Et j'ai créé tout ce circuit avec nos pièces Ford, des contacts que j'avais gardés avec Ford, où on allait régulièrement avec une remorque et une voiture chercher des pièces, négocier des mulets, négocier des baquets de piéson, négocier des boîtes de vitesse, des trucs comme ça. Ça a été une période vraiment super enrichissante pour moi. Et puis, ce qui m'avait permis aussi de garder des contacts avec mon team Ford que j'adorais, parce que j'adorais les mécanos, on s'est bien marré avec les mécanos. On partait quand même à l'époque 3 semaines en reconnaissance, donc on partait avec les vélos dans les camions d'assistance, on s'arrêtait pour faire du vélo l'après-midi, on allait se baigner avec les mecs, c'était des vrais potes, les mécanos d'assistance pour nous. Et je suis toujours en contact avec eux d'ailleurs. Ouais, c'était ta seconde famille quoi. Ouais, c'était ma seconde famille, c'était cool, on s'est bien marré. Puis moi, ils m'adoraient parce que j'étais la gisquette de l'étape, j'étais la seule nana dans tous ces trucs, toutes ces courses, donc c'était bien, on s'est bien marré. C'était des bons potes. Tu développes ce circuit jusqu'en quoi, 2000-2001 ? Oui, j'ai rencontré Fred en 2000 sur un rallye Turquie où là j'étais invitée pour le magazine Contour comme journaliste parce que j'avais développé mon activité de journaliste en même temps. Et j'ai rencontré Fred au rallye Turquie. Ils étaient en championnat d'Europe à l'époque avec le team Citroën, avec Bug et Bruno Thierry. Donc Fred, ton mari. Bon, Fred, mon mari. Et donc on s'est pas quitté depuis ce jour-là, en fait. On est rentré de Turquie, on s'est plus quitté. Et qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là ? Tu continues à faire tes petites piges, tu te remets à l'hélicoptère à fond. Ouais, c'est là où je me suis remis à l'hélico à fond, parce qu'en 2003, j'ai eu une proposition pour tenir la base de Caen, en Normandie. Donc j'avais mon poussin, mon Louis, sous le bras, qui avait 1 an. Et je suis partie 6 mois vivre en Normandie pour développer le business pour cette société d'hélicoptères et faire mes heures de vol. Donc je faisais tout, la mécanique, le téléphone... le ménage dans le bureau, je m'occupais de mon Louis, on était dans des gîtes, j'avais une nounou. Alors il y a eu des moments épiques quand la nounou m'a appelé un matin en me disant écoute, j'ai un là-bas gauche, je peux pas prendre ton fils. Mon fils Louis, qui est un petit tout-terrain, il a passé la journée avec les pompiers de l'aéroport à faire pimpon avec la sirène. Ça s'est bien passé, mais bon, tu vois, il faut avoir de la ressource, quoi. Et de la ressource, ça ne vient que si tu as un réseau. Et si tu as un réseau, c'est parce que t'es sympa et que tu aides les autres et parce que t'es un peu ouverte sur le monde autour de toi, quoi. Donc c'est un retour. Je me suis mariée, c'était une super expérience. J'ai fait 120 heures de vol en 6 mois, ce qui est beaucoup en fait, quand tu dois les générer toi-même, parce que tu dois les vendre, tes heures de vol. Et pour moi, ça a été très formateur. J'ai découvert plein de trucs mécaniques, parce qu'il fallait que je me démerde dans mon coin. Donc j'avais les écouteurs sur les oreilles avec mon premier iPhone, c'était un iPhone 3, je me souviens. Et le mécano à distance me disait, tu fais ci, tu fais ça pour la régulation et tout. Oui, bon, ça va. Collector. Et puis après, j'ai toujours été avec plusieurs métiers parce que tu mets pas tous tes œufs dans le même panier. Mais c'est aussi par rapport à ton tempérament. C'est que tu t'ennuies vite. Oui. Tu as besoin d'avoir un renouvellement permanent. Ouais. François et moi, si on était jugés aujourd'hui étant petits, on aurait été deux hyperactifs. Alors c'est un grand mot, hyperactif, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. Tout m'intéressait, sauf être assis à l'école à me faire chier, quoi. Moi, j'avais des poneys à la maison, j'étais à fond pour les poneys, je suis encore avec les ânes maintenant. J'ai besoin de faire plein de trucs, quoi. Et c'est super sympa parce que du coup, tu multiplies les rencontres, tu multiplies les cas de figure, t'es ouvert sur le monde, quoi. C'est super important. C'est ce que j'adore dans tous mes métiers. Tu vois, par exemple, l'instruction automobile, je rencontre plein de gens sympas. Plein de gens sympas qui sont d'horizons différents, de milieux différents. L'autre jour, j'ai organisé une journée pour les filles à Fête-Bretagne. On s'est super bien marré, c'était cool, j'aurais appris plein de trucs. Et c'était des nanas qui étaient pas forcément, qui osaient pas forcément prendre les voitures de leurs mecs pour venir rouler, tu vois, c'était des grosses voitures. Et ça s'est super bien passé. Je vais sur la glace au Canada, j'enseigne sur la glace au Canada 3-4 semaines en hiver. Je fais plein de trucs, c'est super rigolo de multiplier les expériences. On a bossé en Thaïlande avec Dominique Depont sur un lancement pneumatique. En Thaïlande, on est parti 3 semaines et demie pour avoir tout le marché asiatique. J'ai rencontré des gens de tous les pays d'Asie, c'était super intéressant. Avec quelques anecdotes aussi. Des gens qui achètent le permis en Chine, mais qui ne savent pas conduire, par exemple. Ah ouais, du genre ? Pas du genre, ils savent pas conduire, ils ont pas appris à conduire, ils ont acheté un permis en fait. Et au volant de grosses caisses ? Ouais. Ah ouais ? Donc quand t'es sur une ligne droite, ça va, puis dès qu'il faut tourner, ils savent pas tourner, donc ils vont tout droit dans l'herbe, quoi. Mais non.
Ah oui, Et tu les avais en tant qu'instructrice? j'étais instructrice et je les avais comme élèves. Mais non. Et du coup, Si. t'as fini par leur demander est-ce que vous avez eu votre permis et ils t'ont Oui. expliqué à ce moment-là. Ils m'ont dit oui, j'ai mon permis. Oui, mais vous savez conduire? Ah bah non. Mais non, Si. c'est ouf. Après, tu me diras, Ouais. c'était sur circuit. Quand tu Oui, devais c'était faire tout sur droit. circuit, Ça va. ça va. Mais, Il vaut mieux. Ah oui, donc en fait, ils apprennent à conduire en même temps qu'ils font leur job. Ok, d'accord. c'était trop, Putain, c'est c'était ouf. trop dingue. C'était trop dingue. Des comme ça, je peux te raconter 12 000. Et au Canada, c'est différent sur la glace. C'est différent. Et au Canada, on s'est bien marré, on se marre bien, mais il fait très froid. Très, très froid. Quand tu restes à devoir poser des cônes le matin à 6 heures, ça pique les yeux parce qu'il fait -30, t'es en plein blizzard et t'es avec tes cônes à la main. Ça pique vraiment les yeux. Et donc concrètement, pour essayer de résumer un peu toutes tes activités, t'as le pan instructrice automobile, Ouais. t'as le pan pilote d'hélicoptère, Ouais. et t'as le pan journaliste, pigiste. Oui. Puis j'écris des livres Et aussi. t'écris des livres. Bah oui, parce que Mm. tu t'es dit ça suffit pas, on va rajouter une petite activité quoi. Et je suis présente sur beaucoup de manches de championnat du monde des rallyes pour guider des groupes. Donc ça, c'est pour Bernard Uccelli, l'ancien coéquipier de Didier Auriol en championnat du monde. Il a créé en 99 une société qui s'appelle European Sport Communication, qui emmène les gens alors ça peut être toutes sortes de personnes, invités par des marques, invités indépendants, qui s'inscrivent, etc., sur des manches de championnat du monde. Donc on fait un programme mix, en général avec hélico, bus ou navette, on crapaille dans les spéciales, on retourne au service park, on rencontre des rallyes légendes et tout, on se marre bien, c'est super sympa. Et donc, ça me permet de garder un pied dans le milieu et d'être toujours au fait de l'actualité. Tu vois, je suis déjà en train de me préparer pour les véhicules qui seront moitié thermiques et une partie électrique l'année prochaine, en 2022, pour les WRC, etc., etc. Ce qui ne fait pas l'unanimité, disons-le. Mais ouais, c'est super intéressant, c'est passionnant. Je suis passionnée par la technique et par les progrès technologiques, tu vois, entre les voitures qu'on avait, nous, en 91 et les voitures d'aujourd'hui, il y a deux mondes, quoi. Pour autant, t'es aussi amatrice de voitures anciennes, parce que tu vas montrer ta Fiat 500. Tu viens de t'acheter une petite 318 IS30. Voilà, donc il y a Choupette, la Fiat 500, qui est dans mon prochain bouquin d'ailleurs. Ok. T'as déjà le titre de ton prochain bouquin? C'est une des... Je ne dis rien, ne dis rien. C'est une des héroïnes de mon prochain bouquin. Et en fait, c'est un livre qui va sortir pour Noël et qui met en scène des voitures qui seront les héroïnes. Et c'est des voitures de championnat du monde. Et il y a un méchant. Et Choupette va aider l'héroïne. Et c'est super rigolo. Je me suis éclatée à écrire cette histoire. Et c'est en fabrication, là. Je suis en train de corriger toutes les maquettes. Ok. Donc il y a ça. Et puis l'aspect pige, c'est pour Rally Magazine qui me demande souvent des piges. Que je fais avec beaucoup de plaisir. Moi, j'aime beaucoup écrire, en fait. Ouais. Ça se ressent. Et en plus, tu t'es aussi essayé à plein de disciplines, puisque tu t'es essayé au Dakar. On n'en a pas parlé, mais tu fais 5e en plus. Premier Dakar, seul Dakar que tu fais. Ouais. Et tu finis 5e. Oui, j'aime bien. Je suis assez éclectique, là. Je me suis initiée à la régularité récemment. Opel France nous a demandé, Mélina Priam et moi, de faire le Tour Auto l'année dernière sur une Opel GT. Alors, la genèse de l'histoire est super rigolote. En fait, à la communication chez Opel France, il y a un mec qui s'appelle Grégoire Vitry, qui dirige la communication pour Opel France, et qui a des idées toujours super, super amusantes. Et il a imaginé un programme en régularité, en voiture ancienne, avec l'Opel GT. Mais il ne trouvait pas d'Opel GT. Et avec Christophe de Coster, qui est son acolyte du service presse chez Opel, ils ont déniché une voiture sur Le Bon Coin. Une Opel GT restaurée sur Le Bon Coin. Alors, la mécanique était restaurée, mais elle n'était pas en bon état de carrosserie. Et du coup, ils ont pris le taureau par les cornes. Ils ont organisé un programme de restauration chez Christian Hoth, qui est un de mes anciens potes de rallye qui vit dans l'Est. Et Christian a préparé la voiture chez 2HP Compétition, donc. Et il a préparé la voiture complètement pour la régularité. Et quand Opel nous a proposé le programme, alors moi je ne connaissais pas Mélina Priam, qui est responsable des essais de la rubrique essais à l'Autojournal, mais je savais qu'elle avait un parcours circuit. Je me suis dit, ça peut que matcher avec une nana qui a un passif compétition comme moi. Effectivement, on s'entend quand même larron en foire, mais alors du premier coup d'œil, quoi. Et on a fait notre première course l'année dernière, on avait été remarquablement formé par Michel Perrin, qui est le maître Yoda de la discipline en régularité. Et donc, il nous a fait nos tables de moyenne, il nous a expliqué tout ce qui fonctionnait, tout ce qu'il fallait savoir, les étalonnages de voiture, etc., les choix de pneus, pour faire quoi, qui, comment. Et puis, nous voilà partis avec notre petit matériel, parce que le Tour Auto, c'est très particulier. Il faut être capable d'annoncer tous les 100 mètres une seconde, pile poil, donc en fait à rebours
Donc avec mon chrono, je compte à rebours. Sur mes tables de moyenne, il est indiqué 100 mètres, donc à partir de 0, kilomètre 0 de la spéciale. À 100 mètres, je dois être à 12 secondes. À 200 mètres, je dois être à 19 secondes. À 300 mètres, je dois être à 25 secondes, etc., etc. Et donc, je décompte les 3 dernières secondes de mon petit chrono à aiguille, puisqu'on n'a aucune aide électronique, on n'a pas de cadenceur, on n'a rien du tout, pas d'iPhone. Tout est interdit. Donc, je décompte les 3 dernières secondes de mon chrono et j'annonce à ma pilote 3, 2, 1, top. Et je lui dis 400 mètres à 17, 3, 2, 1, top, etc., etc., pendant 15 km de spécial. Et elle contrôle si elle est bien rendue à son compteur journalier hectométrique. Donc, on a une précision d'une centaine de mètres, ce qui est assez peu, c'est pas très précis. Et d'ailleurs, je me demandais justement, parce que avec les iPhones, comme tu le disais, tu peux avoir des chronomètres assez facilement. Ils vous fouillent avant d'entrer en voiture ? Absolument. Ils nous contrôlent qu'on mette nos iPhones dans des boîtes, dans les coffres. Ok. Alors évidemment, tu peux toujours avoir une montre Apple Watch, connectée, je sais pas quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trichent, mais ils sont pas là pour la victoire. Nous, on est là pour gagner. Donc nous, on triche pas. Moi, j'ai jamais triché de ma vie. Je vais pas tricher. Et par rapport à Opel France, en plus, ça la foutrait vraiment mal. Donc nous, on triche pas. On joue le jeu. Mais c'est super dur en fait, c'est super compliqué. Donc c'est un autre challenge. Il n'y a pas du tout de notion de vitesse parce qu'il faut être à 54 de moyenne, 63 de moyenne, quelquefois 42, mais on a des parcours hors du commun parce qu'on reprend les spéciales du Monte-Carlo, du Gras Alpin, de l'Antibes, du Rallye du Var. Cette année, c'était le cas. Tu reprends des spéciales que tu connaissais ? Tout à fait, les Clous de Saint-Auban, machin, tout ça, on connaît quoi. Je connais très très bien. Et on arrive, on avait une spéciale du Mont-Blanc aussi, tu vois. Et on arrive au départ de spécial, on en a 3 par jour, ou alors 2 par jour plus une épreuve sur circuit. Il y a 4 circuits sur 5 jours, où là c'est une autre chose. Et pendant ces kilomètres, je ne vois que mon chrono et ma table de moyenne. Je peux même pas lever la tête entre deux parce que tous les 100 mètres, t'as pas le temps en fait. Mais ouais, c'est super compliqué. Concrètement, dans cette histoire, ce que je retiens, c'est que t'as Opel France qui va chercher des voitures sur le bon coin, comme quoi tout le monde y va. Et surtout, tu m'avais raconté que en préparation, tu t'entraînes aussi avec ton mari. Ouais, je le force. Il est forcé. Et c'est devenu un génie aussi de la régularité, quoi. C'est devenu un génie de la régularité. On s'entraîne avec une voiture d'origine. Ouais. Et donc on s'en fout. En fait, il n'est pas bien calé. On n'est pas bien en termes de résultats. Mais en tout cas, la petite musique rentre et la gymnastique rentre. Alors sur circuit, c'est un peu différent. Donc nous, on s'entraîne le dimanche après-midi dans les centres commerciaux quand il n'y a personne. Où on se fait des circuits. Je devrais pas le dire, peut-être. Bah tant pis, je l'ai dit. Et puis. Enfin, ceci dit, à l'époque, vous vous entraîniez avec François sur route ouverte tout le temps, pleine balle. Donc, si tu veux, en comparaison, s'entraîner sur un parking, ça va. Ça va. Et du coup, on se fait un espèce de gymkhana. Et puis, sur un circuit, en fait, l'idée... Alors, tu ranges tes tables de moyenne. Simplement, tu passes avec ton chrono et tu dois faire un tour de qualification. Je dis n'importe quoi, tu vas le boucler en 1,18. Et les 3 tours suivants, tu dois les boucler en 1,18 également. Et tu prends des pénalités de retard ou d'avance si t'es pas bon dans tes secondes. Donc ça paraît pas, mais c'est super compliqué en fait. Parce que si t'es trop en avance, tu peux pas vraiment freiner. Si t'es trop en retard, tu peux pas vraiment accélérer. Non, l'Opel GT, nous, elle a 90 chevaux. C'est une voiture qui pèse 975 kilos. C'est quand même pas un foudre de guerre. C'est une voiture de 1972. Donc si tu veux, dès qu'il faut réaccélérer, on prend du temps pour réaccélérer. Alors c'est marrant parce que moi, cette histoire avec Opel France, d'abord le team est vachement sympa, on se marre bien. Et puis ils ont quand même eu le chic pour nous préparer une voiture increvable, quoi. On n'a aucun pépin mécanique. Parce qu'en fait, le Tour Auto, c'est une épreuve qui reprend les termes du Tour Auto des années 80. Ça s'est arrêté en 86. La dernière épreuve du Tour Auto a eu lieu en 86. Et c'est quand même 2000 ou 2500 km en 5 étapes que tu parcours avec des moyennes imposées en liaison qui sont hautes. Autant te dire qu'on attaque à outrance du matin au soir en liaison, disons-le. N'ayons pas peur des mots. Ou presque. Et puis, et après, tu as tes épreuves chrono. Donc, chrono régularité ou sur circuit. Mais ça n'empêche que tu fais une espèce d'incroyable course d'endurance. Ça m'a fait penser à Pénélope Jolicoeur, les coucou casse-cou et les fous du volant, quoi. Parce que tu es du matin au soir à l'attaque, quasiment. C'est super rigolo comme course. Et quand tu te rends compte de ce qu'on fait avec ces voitures des années 70, mais tu te dis, mais elles sont d'une fiabilité incroyable. Par rapport à des véhicules modernes en rallye qui n'arrêtent pas de tomber en panne, toutes les petites R1, R2 qui sont pas réputées hyper fiables, par exemple, bah écoute, elles feraient jamais le quart de la moitié de ce qu'on fait avec nos engins des années 70. C'est incroyable. Puis les résultats sont là aussi, puisque la première fois, vous faites, donc en 2020, vous faites 2e. Et là, vu que tu as trop adoré, tu as re-signé cette année, vous faites à nouveau 2e. C'est-à-dire que l'année dernière, il existait pas de classement général. Ouais. Il existait un classement par catégorie, par âge de voiture. On était 2e de notre catégorie de voiture. Il y avait 47 engagés, on a fini 2e.
Il y avait donc 3 groupes de voitures. Cette année, les 3 groupes ont été réunis en un pour faire un classement général de régularité et on finit deuxième de ce classement général de régularité sur 120 engagés, je crois. Là, c'est autre chose. Ouais. Donc oui, la barre était plus haute. Et il y a aussi, en parallèle, la course des compétitions, qui, eux, font pas de table de moyenne et pas de régularité, ils font juste de la compétition. Donc ça s'appelle le Tour Auto Compétition. Nous, on est en régularité. Et là, tu vois des voitures merveilleuses ressurgir des garages. Et c'est juste extraordinaire de partager les parcs fermés avec eux. On les voit pas beaucoup parce qu'en fait, ils sont pas aux mêmes horaires que nous. Ouais, c'est comme si tu avais 2 courses. Ouais. Mais c'est extraordinaire. Tu arrives au Grand Palais éphémère pour les vérifications. Le départ est donné à 6h du matin le mardi matin. Tu as juste une ambiance incroyable, quoi. C'est quoi un peu les autos qui t'ont marqué le plus? Parce que forcément, tout le monde a parlé de la Matra, qui a marqué tout le monde, forcément, un bruit ouais, bien sûr. Hallucinant. Juste hallucinant. Écoute, moi j'ai vu une Aston Martin DB2 en régularité magnifique. J'ai vu une Jaguar Type E magnifique, une BSH. Il y en a eu très très peu d'exemplaires qui est ici sur Lorient, du club Vroom. Ouais. De mon club, je fais partie du club Vroom. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des petites BM merveilleuses, des petites 3 litres CSL, des petites 2002 Turbo, des petites 2002 TII. J'ai vu des Porsche à n'en plus pouvoir, des 356 extraordinaires. Je suis très sensible aux formes de l'époque. Le côté carrosserie, quand on sait comment c'est fait, parce qu'à l'époque, c'était façonné à la main. Si tu es déjà rentré dans un atelier de préparation de carrosserie, de véhicules de cette époque, tu ne peux qu'être sensible à ce travail manuel, purement manuel. C'est de l'art. Écoute, c'est une œuvre d'art. Je devrais vraiment y aller. J'ai fait beaucoup de reportages dans des ateliers de préparation, modernes, anciens. Ça a façonné ma façon de voir les voitures et ma façon de vivre. Aujourd'hui, si j'ai une Fiat 500 et une 318 IS, c'est par amour de ces modèles-là. Parce que je sais comment ils sont faits, parce que je sais ce que c'est qu'un 2 cylindres, parce que je sais ce que c'est que cette soupape sur un 4 cylindres, parce que je connais les secrets de fabrication dans les ateliers ou dans les usines, si tu veux, parce que j'en ai vu tellement, donc j'y suis très sensible. Et aussi parce que j'ai pas beaucoup de moyens, je vais pas aller acheter des voitures qui coûtent la peau des fesses, mais c'est toujours des voitures qu'il faut acheter, qu'il faut pas que ça se perde. Je déplore qu'on ait diabolisé l'automobile au point de la reléguer au rang de choses ringardes. Quand j'entends les jeunes qui ont ton âge aujourd'hui, qui trouvent les voitures ringardes, j'ai envie de leur mettre un coup de pied aux fesses en leur disant venez voir tout ce que l'ingénierie française a pu réaliser au cours du XXe siècle de merveilles techniques, technologiques. Je pense que c'est aussi... Dans ma génération, je pense qu'il y en a beaucoup qui oublient à quel point l'automobile a changé le cours de l'humanité, alors qu'en fait, c'est pas si vieux que ça, tu vois. C'est-à-dire qu'en soi, ça a 150 ans. Oui, et l'essor industriel, ça a été après-guerre. Hein, c'est fou quand tu dis ça. Quand le gouvernement a décidé de réaliser tout un réseau de routes digne de ce nom, et où ça a permis une liberté absolue à tous les Français, quoi. Ouais, c'est incroyable, les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui. Il y a ce côté diabolisation. Pour autant, on n'a jamais eu autant de voitures de sport, autant d'offres, autant de... Alors certes, il y a l'hybridation qui arrive, publicité, etc. Après, on en pense qu'on veut. Mais il y a quand même une offre qui... Tu vois, je trouve que c'est vachement paradoxal, en fait. Oui, parce que t'as quand même un réseau de passionnés. Et puis, c'est l'image d'une voiture plus ou moins sportive qui tire vers le haut. C'est nécessaire. C'est obligatoire, on n'en sort pas. Aujourd'hui, tu fais pas rêver les gens sur un modèle... pourri, bas de gamme. Tu vas faire rêver sur le modèle sportif, il va être présenté avec des belles jantes, un moteur un peu sympa, une déco un peu cool, et puis ça va faire acheter des modèles des gammes inférieures. Et au-delà de ça, tu vois, je parlais avec Stéphane Rothenberg, qui avant qu'il soit commentateur sur Pékin Express, Top Chef, etc., enfin animateur, il était un journaliste automobile sur Turbo, et un énorme passionné, mais un truc de malade. Et il me disait, et ça je l'ai pas connu, mais que dans les années 70, 80, même début 90, finalement, voir une BM, une Mercedes, c'était quelque chose d'exceptionnel quasi. Maintenant, tu vois une Mercedes, une BM, à moins que ça soit vraiment le modèle ultra prestigieux, il y a une certaine banalisation en fait. Quand on dit l'automobile est morte et l'intérêt n'est plus là, moi j'ai du mal à y croire, tu vois, quand tu vois tout ça. Je dirais qu'en fait, il y a de plus en plus de voitures, d'une part. Donc oui, on a banalisé le nombre de voitures et les montées en gamme. En fait, c'est une descente en gamme parce que les constructeurs ont bien compris qu'on pouvait faire les mêmes voitures, mais avec des matériaux moins chers, de moins bonne qualité.
Parce que l'offre s'est considérablement élargie, mais les prix sont toujours quasiment restés les mêmes. Tu regardes les véhicules de la famille BM série 3 d'il y a 20 ans et d'aujourd'hui, c'est à peu près les mêmes tarifs, à peine augmentés. Par contre, elles sont considérablement plus évoluées à tous les niveaux. Train, offre, entertainment, c'est colossal. En électronique embarquée, pareil, c'est colossal aussi. Donc tout ça, c'est un progrès, mais qui a été mis en avant, mais qui n'a pas été chiffré à sa juste valeur. Donc oui, ce que tu dis est juste. Et à côté de ça, t'entends les villes interdites, au diesel, les machins. Alors oui, c'est un mal nécessaire de s'occuper de l'environnement, évidemment, je dirais. Mais comment ? Et aujourd'hui, on peut pas équiper la France entière de bornes électriques. Ça va jamais marcher. C'est juste impossible de fournir autant d'électricité à autant de bornes électriques s'il fallait en mettre pour tous les... Tu vois, regarde ici, on est 11 familles. Tu vois, on va pas mettre 11 ravitailleurs électriques. Ça coûterait une fortune. Je sais plus, il faut ouvrir 2 EPR supplémentaires pour pouvoir fournir du courant à tout le monde. C'est une hérésie. Et est-ce que c'est vraiment la solution ? Et est-ce que c'est la solution ? Alors l'hydrogène, maintenant, ça y est, ils sont tous lancés dans l'hydrogène. Ça fait un moment que les spécialistes disent il faudrait mieux travailler la piste de l'hydrogène que de l'électricité pure. Oui, c'est évident. Mais si c'est par craquage, c'est super polluant. Si c'est par électrolyse, oui, c'est mieux, c'est moins pire. Donc il y a certainement des solutions. Enfin, la solution, c'est un peu la décroissance. Roulez moins, déjà. Roulez moins, on va pouler moins. Hein. Ça paraît évident ce que je dis, mais bon. C'est comme il y a tout, en fait. C'est comme il y a tout. Hein. Arrêtez tous les excès, quoi. Oui. C'est valable, on en parlait parce que je sais que t'es végétarienne. Moi, je le suis pas, mais j'y réfléchis de plus en plus. Tout le monde sait, ou alors si tu le sais pas, c'est forcément que tu mets des œillères, mais que la production de viande, c'est ultra polluant. Ouais, c'est ultra polluant. Alors, il y a 2 choses. Moi, je suis végétarienne pour 2 choses. C'est que 15% des gaz à effet de serre pourraient être évités si on arrêtait complètement la production en élevage, mais surtout pour le bien-être animal, quoi. Ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas l'ignorer dans les abattoirs, dans les élevages, etc. C'est monstrueux, c'est juste monstrueux, quoi. Donc, moi, je suis pas d'accord avec ça. T'es arrivé aussi sur une consommation qui est tellement de masse que t'as des dérives complètes, en fait. Si on était sur une consommation plus raisonnée, peut-être qu'il y aurait pas autant de dérives sur des comportements qui sont complètement inappropriés, quoi. Oui. En plus, c'est de la viande de merde, c'est de la viande en élevage, c'est des poulets de merde, c'est pas bon. Enfin, je veux dire, ça fournit les supermarchés en... J'ai rien contre les supermarchés, je veux supermarché, mais je veux dire, faut arrêter de bouffer de la merde, quoi, en gros. Je m'exprime très mal, mais en gros, c'est un peu ça. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et tu vois, je trouve ça bien que tu aies ce discours-là parce que ça permet aussi de casser le cliché, si tu veux, de on a une conscience écologique et en même temps on est passionné d'auto. J'ai l'habitude de répondre parce qu'on me l'envoie souvent dans la gueule. Tu pollues comme une dingue avec ton hélico et tes voitures. Alors oui, c'est vrai. En même temps, c'est un métier. Je vais pas changer de métier. Aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de changer de métier et de passion pour sortir de cette situation de pollution. Et puis ça te plaît aussi, surtout. Ça me plaît beaucoup. Non, mais c'est un métier en plus. Et puis, et d'autre part, je suis presque irréprochable. Je dis presque parce qu'on peut toujours progresser. Dans notre raisonnement familial, et tu vois, on a un composteur. On se fournit en légumes, fruits locaux, exclusivement. On fait pousser nous-mêmes nos trucs dans le jardin. Là, j'ai rendez-vous avec un permaculteur qui va venir m'aider à imaginer une bonne solution pour pouvoir planter des légumes et des fruits dans le jardin ici. Parce que sous les pins, ça pousse pas. Là, il y a pas assez de soleil. Enfin bon, bref. C'est mon cadeau d'anniversaire de mon fils et de ma fille. Ok, Ils trop vont cool. faire un permaculteur qui vient chez toi pendant 2 jours pour t'aider à trouver le meilleur moyen de faire pousser tes fruits et légumes. Alors, je vais pas être en indépendance alimentaire, mais c'est aussi Camille et Louis qui nous font évoluer. C'est la génération d'après. Tu vois, ils ont 20, 19 et 28 ans. C'est eux qui nous font évoluer. Sinon, on serait resté des vieux réacs, des boomers, comme on nous appelle, encore pour quelques années. Donc oui, moi je prends en compte ce qu'on nous dit, puis on est ouvert sur le monde, et puis on écoute, puis on prend acte. Tu vois, on a un récupérateur d'eau, on a équipé les chasses d'eau, on fait gaffe aux douches, on a des réducteurs de pression, on a plein de petits subterfuges qui nous permettent d'essayer de faire notre petite part du travail vers un monde meilleur. Alors, je ne suis pas irréprochable du tout, mais ouais, on essaye, quoi. En fait, je sais même pas si c'est une question d'être irréprochable, parce qu'il y a toujours ce rapport un peu culpabilisant. Oui, mais moi, je suis culpabilisée par rapport à ceux qui font beaucoup plus que moi.
qui font tous leurs voyages en train, qui utilisent, qui sont beaucoup plus irréprochables que moi encore. Mais j'essaie d'apporter ma petite pierre à l'édifice, quoi. Enfin, pour autant, j'espère que tu continueras quand même à rester dans le sport auto, parce qu'on n'en a pas parlé, mais tu as aussi gagné le rallye des Gazelles en 2001. Ouais. Ça, c'est déjà extraordinaire, parce que faut quand même... comment on pourrait décrire le rallye des Gazelles? Donc une course 100% féminine. En gros, c'est le Dakar au féminin, on pourrait appeler ça comme ça. Alors ça y ressemble, mais c'est pas une course de vitesse. Ouais. C'est une course d'endurance, de navigation et de franchissement. Donc t'as pas de chrono. En revanche, t'as un certain nombre de kilomètres à faire dans la journée, en passant par 10 points. En moyenne, je te la fais courte. Ces 10 points sont inaccessibles. Donc t'es obligé de contourner des massifs ou de franchir des trucs totalement délirants. Donc ces 10 points, tu dois passer les 10 dans la journée. Ça te prend de 6h du matin jusqu'à 6h du soir, parce que tu es à vitesse lente. Chaque kilomètre excédentaire est facturé cash, donc tu prends les pénalités sur ce principe-là. Et donc, stratégiquement parlant, il faut une copilote qui sache lire une carte et dessiner avec son crayon des reports de cap. Et il faut une pilote capable d'analyser des massifs et de dire ce massif-là, c'est ça sur ta carte, et ce point-là, c'est ça sur ta carte, et ce sommet-là, c'est ça sur ta carte. Il faut une grosse expérience quand même déjà. Moi, je l'ai avec l'hélico. Forcément, ouais. Donc, et la navigation, je l'ai avec... et le trial, je l'ai avec mon pilotage. Donc, si tu veux, c'était assez simple. Ouais. Et j'avais avec moi Emmanuelle, qui était une nana qui l'avait déjà fait 2 fois, qui était très, 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 très pointilleuse, avec son tout petit crayon à papier, petite mine, petite gomme, petite règle à papier, petit compas, machin. Et à 2, on s'est super bien entendus. On a été extrêmement complémentaires, alors qu'on se connaissait pas. Et on est parti. Alors moi je lui ai dit, je te signale, je suis là pour gagner. Je suis horrible, hein, je suis horrible. En course, je suis horrible. Et je lui ai dit, donc, coucher tôt le soir, debout le matin 5h, départ 6h. Donc il faut se lever avant 5h, parce qu'à 5h, tu as ta carte pour ton étape de la journée à travailler. Et départ 6h. Donc il fallait se lever vers 4h30. Et alors, toutes les filles au bivouac, ça fait la fête, ça piaille pendant des heures. Et moi, j'allais la chercher par le callback en disant, au plumard, demain matin, il faut encore gagner une étape, etc. Donc, elle m'a pourri pendant une semaine, mais à la fin, elle a gagné avec moi. Donc, j'espère qu'elle n'en garde pas un trop mauvais souvenir. Et puis, j'avais allégé la voiture, j'avais dit, pas d'oreiller, pas de machin. Non, mais ça, on n'embarque pas, c'était du poids dans la voiture et tout. On avait été sponsorisé par une boutique d'accessoires 4x4 qui s'appelait Gapa Accessoires à Narbonne. Et il nous avait fourni un Toyota HZJ80 qui fait 130 chevaux sans turbo. Donc, si tu veux, c'était un peu vieux. Et pas très puissant pour 130 chevaux, tu vois, pour un gros 4x4. Mais on a été malin. Et puis surtout, on a pris notre temps. Donc, si tu veux, quand on a compris le système, la première étape, on a fini 3e. La deuxième, on a fini 2e. Puis après, on a gagné toutes les étapes. On s'était calé, on avait compris comment ça marchait. Donc, on a fait en même temps du franchissement. Ce qui était impossible à franchir, on a pris un petit détour. Ça devenait un tout petit peu plus possible de le franchir. Sinon, tu prenais la piste, c'était simple, mais tu prenais 55 km excédentaires, donc 55 points de pénalité. Donc nous, on faisait au plus près de ce qu'on pouvait faire en franchissement trial. Et avec des reports de cap extrêmement précis sur la carte, et on se plantait pas, parce que si tu prends 3 degrés à droite sur ton premier dessin, à la fin, ça devient 15 degrés à droite, quoi. Donc c'est mort, tu retrouves pas ta balise. Et c'est comme ça qu'on a gagné. Donc c'était une aventure humaine extra. En plus, moi, j'adore le Maroc. C'était une aventure extra. Et tu penses que tu vas le refaire? Je voulais le refaire, mais solo. Parce que quand tu l'as gagné une fois, l'intérêt est moindre après. Ouais. En quad, je voulais le refaire solo. Mais non, c'est en équipage aussi en quad. Ok. Donc j'avais proposé à Dominique Serra, et elle me dit, non, c'est pas l'esprit. Il faut le faire à 2. Écoute, on verra au fur et à mesure des propositions et on verra ce que ça donne. C'est quoi la dernière fois que tu t'es retrouvé dans une voiture de course? C'est quand François t'a proposé en 2003? Ouais. Alors ça, c'était mon dernier rallye avec lui. C'était un rallye vacances à Madère. C'était pour conjurer le mauvais sort de Madère 1986. Donc là, quoi, 15 ans après? Ouais. Enfin, même plus? 91-2003. Ouais, ok. Et on s'est retrouvés tous les deux dans la voiture de course. Et comme si on s'était jamais quittés. De trucs de fou, quoi. Donc c'était super marrant. Les notes sont tombées direct, les pointages, les machins, tout ça. Ouais. Faut dire que dans toutes mes multiples expériences, parce qu'évidemment j'ai fait de la côte, du circuit, de la Formule France, j'ai fait plein de trucs, donc je passe ma vie à pointer quelque part en fait. Donc ça va. Mais ouais, les notes sont retombées pile poil. On a fini 3e, c'était une super course vacances, donc sans pression, très sympa. Et puis on s'est bien marré, ouais. C'est vraiment bien marré. C'était cool. Pour finir un peu ce podcast, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, que ça soit en bagnole, en hélicoptère ou même pour ta vie tous les jours? Est-ce que tu as encore des rêves? Alors, j'ai plein de rêves.
Il faut que ça se réalise, donc j'en dirai pas plus. J'ai beaucoup de projets encore, notamment d'écriture. J'ai été contactée par un éditeur breton pour des histoires pour les enfants, des romans pour les enfants. Donc je suis en train de finir un roman pour les enfants qui se situe ici sur l'île aux Moines. Donc t'as encore envie d'explorer d'autres terrains? En sport automobile, j'ai un peu tout fait. C'est pas faux. J'aimerais bien travailler à Opel France au corps, hein, de manière à ce qu'on puisse se mettre sur place d'autres projets. Tu vois, moi, je rêve de faire un Paris-Pékin, de faire la route de la soie, de faire des épreuves comme ça, des Londres-Sydney, des courses de longue haleine. Au volant ou à droite, je m'en fous à la limite. Je pense que ce sont des marques qui sont en recherche d'images et qui auraient tout à jouer sur les terrains de jeu où elles ont brillé. C'était les rallyes, c'était l'Ascona, la Manta, l'Opel Kadett. Opel, c'est une marque pour moi emblématique du rallye des années 70-80. Avec les déboires qu'a connu la marque un peu après, dans les années 90, je trouve dommage qu'on ne puisse pas les faire rejouer ce rôle qu'elle tenait et cette place qu'elle tenait dans les rallyes, quels qu'ils soient. Tu vois, le Tour Auto, on a toute notre place dans l'Opel GT, ça fait vibrer les cœurs de beaucoup de spectateurs. Je m'en suis rendu compte parce que sur un Tour Auto, t'as autant de monde qui vient voir un Tour Auto sur les routes à 6h du matin, sur les ponts, etc., dans les liaisons, qu'à Monte-Carlo au moment du parcours de concentration ou qu'un Dakar quand tu faisais la traversée Versailles, l'Espagne. J'ai trouvé ça hallucinant. Le nombre de spectateurs qui sont venus nous voir avec, on nous dira l'Opel GT et tout. Il y a un capital sympathie énorme autour de cette voiture. Surpris, ça? Beaucoup surpris. Donc, je n'avais pas imaginé que c'était autant dans le cœur des Français, ce petit coupé merveilleux qui ressemble à une mini Corvette. Hein, c'était la baby Corvette des années 70. C'était une voiture qui est pas chère, qui a été produite en masse, qui a été développée, qui a été construite en France, en région parisienne. C'est une voiture emblématique. C'est incroyable, le capital sympathie autour de cette Opel GT. Ouais, et puis en fait, je trouve ça intéressant ce que tu dis par rapport à Opel. C'est vrai qu'ils ont un vrai storytelling, tu vois, valorisé par rapport à tout ce passé. Parce que c'est vrai que maintenant, Opel, tu me demandes qu'est-ce que ça m'évoque actuellement. J'aurais du mal à te sortir quelque chose de vraiment très marquant, tu vois. Par rapport, tu vois, on en parlait avec Jean Ragnotti, je te disais que j'avais enregistré un épisode avec Jean Ragnotti. Avant l'ère Renault, la Kadett l'a beaucoup marqué. Oui, comme beaucoup de pilotes. Ouais. Fréquelin, on regarde toute la carrière qu'il a faite avec les Opel. Du côté belge aussi, il y avait les Ford Escort, mais il y avait les Opel. Enfin, il y avait énormément de voitures de course engagées en rallye de la marque Opel. C'était dingue. Et dans les airs, t'as encore des projets? En 2007, j'ai écrit un livre sur les métiers de l'hélicoptère, les métiers de pilote hélicoptère, parce qu'il y a beaucoup de facettes différentes du métier que moi, en transport public ou en photo, je verrai jamais. Les appontages dans le brouillard pour la marine, pour les pilotes d'hélico de la marine, le sauvetage en montagne qui est réservé au secours, maintenant gendarmerie ou sécurité civile. Donc j'ai écrit un métier qui se décline en 20 chapitres sur ce monde-là, qui est épuisé maintenant. Le livre est épuisé. Il y aura un réassort ou pas? Non, il n'y aura pas de réassort, ça m'a coûté une blinde et ça m'a pas rapporté beaucoup d'argent. Et du coup, mais pour moi, c'est un défoulement de l'esprit, un défoulement cérébral, l'écriture. Mais ça m'a permis d'apprendre énormément de choses sur le métier de pilote. Donc, c'est quand même génial. J'ai rencontré plein de gens sympas qui sont encore des potes maintenant. Enfin, je me suis bien marrée. Et moi, j'en ai rien à foutre de gagner de l'argent. En fait, ce que je veux, c'est bien m'amuser tous les matins, me lever en me disant, ça y est, encore une super journée qui commence. Pour moi, si tu veux, c'est une sorte de Graal dans la vie. Tu vois. Carrément. Parce que finalement, t'as toujours plus riche ou plus pauvre que toi, t'en as rien à foutre, tu vas pas dormir sur ton sommier de billets de banque. Donc, j'ai arrêté de me prendre le chou avec ces histoires d'argent. Je vis au quotidien bien, basta, quoi. Après, je me ferai plaisir en achetant. Moi, je me fais super plaisir en roulant avec ma petite Fiat, ma choupette, là, ou avec la 318, c'est un ronflement de moteur absolument sublime. Je t'ai pas encore fait écouter, je vais te la démarrer, tu vas voir. Et puis, ouais, moi, j'adore. Je suis très contente de la vie qu'on a. Donc écoute, je dirais pourvu que ça dure. Moi, j'ai des potes qui arrivent à la soixantaine en disant tiens, je suis content de prendre ma retraite, mais moi non, quoi, surtout pas. Je veux surtout pas à 60 ans prendre une quelconque retraite. Faut surtout pas que ça s'arrête. Tu vois. Et pour t'avoir suivi quelques heures dans ton quotidien, je me doute bien que ta retraite elle va pas tomber tout de suite parce que ça va à 100 à l'heure. Hein. Ça va vraiment à 100 à l'heure. T'as pas tout vu, hein? Non, j'ai pas tout vu en plus. Mais ouais, mais c'est fou, c'est fou. Mais je pense que oui, il va encore se passer des très 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 belles choses, quoi. Donc ouais, je suis ouverte à toutes les propositions hein, de je sais pas, de piloter des camions, pourquoi pas.
Ça me ferait bien rire, tiens. Tracteur, j'en ai un tous les jours là. Ton petit tracteur, Mon petit tracteur. Je verrai sur le vlog que je mettrai sur YouTube. Ouais. J'ai la chance de piloter dans une compagnie qui est super sérieuse, qui s'appelle Les Libertés, qui est basée au Mans et qui nous met vraiment les moyens dont on a besoin pour piloter les hélicos sereinement et dans de bonnes conditions. Moi, j'ai le directeur de la société qui m'a appelé un matin, un vendredi soir plus exactement, en me disant: écoute, demain matin, tu as beaucoup d'heures de vol, est-ce que ça va aller pour toi? J'ai jamais eu un patron qui m'a demandé si ça allait pour moi le lendemain, tu vois. Donc, non, je suis très contente de la vie que j'ai aujourd'hui. Et si je peux rester à Vannes le plus longtemps possible dans ces configurations-là, écoute, pourvu que ça dure. Bah, t'as un cadre de vie exceptionnel, je confirme. En tout cas, merci de m'avoir accueilli pour cet épisode. On est rejoint par le chat. Et puis, à bientôt, j'espère. À bientôt. Maintenant, on va aller voir les ânes, je t'emmène. Oh ouais. À bientôt, Chantal. À bientôt, Yann. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast. C'est gratuit, il faut juste un iPhone ou un Mac. Un seul commentaire suffit puisqu'il n'est pas assigné à un épisode précis, mais à l'ensemble du podcast. Ou simplement à le partager, ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est Romain qui écrit « Jamais des minutes et des heures sont passées aussi vite ». Ce podcast est à la fois créatif et intimiste et permet de découvrir sous un angle que je ne connaissais pas des personnalités autour d'une passion commune qui finalement anime un public bien plus large qu'on ne pourrait le penser. Chaque épisode est un délice auditif. Bon courage et bonne continuation Yann pour tes créations, elles sont divines. Merci beaucoup Romain, ça me touche beaucoup, c'est... Que dire à un tel message. Je suis vraiment ravi d'accompagner toutes ces heures que vous pouvez avoir autour de notre passion commune et je pense continuer encore pendant très longtemps. Merci beaucoup. Vous retrouverez toutes les coulisses du podcast sur Instagram @dbg_podcast et vous pouvez découvrir les vlogs sur la chaîne YouTube Dans la boîte à gants. En effet, allant à la rencontre de mes différents invités à l'occasion des enregistrements, je vis des expériences uniques que j'ai décidé de vous partager à travers les vlogs. Alors foncez vous abonner à la chaîne YouTube Dans la boîte à gants et sur votre plateforme de podcast préférée. Pensez aussi à activer les notifications pour ne rien rater des prochains vlogs et épisodes. Vous pouvez découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis que vous n'avez pas encore eu le temps d'écouter. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.